sociale et c'est une étape qui est obligatoire avant de, saisir les juridictions de sécurité sociale. C'est ce qu'on appelle un recours préalable obligatoire. Au niveau d'organisation et du fonctionnement de la commission de recours amiable, donc cette commission est composée de 4 administrateurs, issus donc du conseil d'administration. Elle se réunit 4 fois par an, donc 1 fois par trimestre. Il faut qu'elle soit saisie dans les 2 mois qui suivent la notification de la décision qui est contestée. Les dossiers, qui sont présentés aux administrateurs sont anonymisés puisqu'on veut vraiment qu'il y ait finalement un examen objectif des situations. Donc on anonymise, les dossiers et les décisions prises par la CRA sont soumises à l'approbation de la direction de la sécurité sociale avant d'être notifiées aux demandeurs. Puisqu'en fait, on a un contrôle de la part de notre ministère de tutelle, le ministère de la sécurité sociale, qui vérifie que la commission de recours amiable a bien appliqué les textes juridiques dans le traitement des dossiers. Alors, pour que ce soit un peu plus concret, je vais vous donner un exemple. Demain, vous avez une demande de remboursement de frais de santé, et la CAVIMAC vous notifie un refus administratif en vous expliquant que vous ne remplissez pas les conditions pour prétendre au remboursement qui est demandé. Si vous prenez cette notification, vous allez voir à la fin qu'il y a un petit encart où c'est marqué que si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, vous pouvez saisir la commission de recours amiable dans un délai de 2 mois. Donc, vous saisissez la commission de recours amiable par, courrier, à l'adresse de la CAVIMAC. Le courrier est adressé à l'attention de la commission de recours amiable ou en l'occurrence du président de la commission de recours amiable. Le service juridique instruit votre dossier, c'est-à-dire qu'on va aller regarder, sur quelle base les services ont fait un refus, s'agissant de votre demande de remboursement. On va aller voir quels sont les textes applicables pour vérifier qu'il y a une bonne adéquation de la décision qui a été rendue avec, ce que prévoit le code de la sécurité sociale. Tous ces éléments vont être présentés aux administrateurs qui vont décider si la caisse a fait une juste application des textes, et donc confirme la décision ou, si même s'il y a eu une juste application des textes, les circonstances du dossier font qu'à titre dérogatoire, un accord peut être donné. Quand on donne un accord, le risque potentiel, c'est que notre ministère de tutelle, considère que les circonstances de l'espèce ne justifient pas de cet accord. Donc c'est pour ça que quand on a un recours qui est formé devant la commission de recours amiable, on ne donne pas de réponse, finalement au recours tant qu'on n'a pas eu la validation du ministère. Une fois qu'on a eu la validation du ministère, on envoie en courrier recommandé la décision de la commission de recours amiable qui reprend un peu tous ces éléments, c'est-à-dire, la situation de la personne, quels sont les textes applicables et la décision qui a été retenue par la commission. Et sur cette décision qui est notifiée, donc aux demandeurs, sachant que les demandeurs, ça peut aussi bien être des collectivités, des assurés, des ayants droit ou des professionnels de santé. Dans ce cas-là, sur cette notification sont indiquées les voies et délais de recours, cette fois-ci devant les juridictions. En l'occurrence, en matière de sécurité sociale, on a une juridiction qui nous est spécifique, c'est le pôle social du tribunal judiciaire et il faut vraiment, si vous souhaitez contester la décision de la commission de recours amiable, saisir le tribunal qui est, mis sur la notification. Je donne toujours l'exemple de vous habitez à Cancale, donc vous avez beaucoup de chance puisque, c'est une région qui est plutôt sympathique. Il y a un tribunal à Saint-Malo qui est, géographiquement le plus proche, mais Saint-Malo n'est pas compétent en matière de sécurité sociale. La juridiction qui est compétente, c'est Rennes, donc c'est au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes qu'il faudra adresser votre recours. Étant précisé que les recours devant le tribunal judiciaire donc sont gratuits et la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Donc vous pouvez très bien ne pas avoir recours à un avocat pour défendre votre dossier devant, le pôle social du tribunal judiciaire. Donc on a des chiffres que je vais actualiser pour les prochaines fois, mais c'était pour vous donner un ordre d'idée. La CRA en 2023, elle a été saisie 151 fois et elle a statué sur 103 dossiers. Ce delta entre les demandes reçues et les dossiers présentés
s'explique notamment, par rapport à des contestations des professionnels de santé qui en fait, ont normalement un certain délai, pour nous fournir les pièces justificatives quand il y a du tiers payant, c'est-à-dire du remboursement directement aux professionnels de santé. Et généralement, malgré le travail, du département santé, ces pièces arrivent tardivement devant la commission de recours amiable et dans ce cas-là, on demande, au département de santé de réétudier les dossiers et quand les pièces justificatives envoyées sont recevables, on ne présente pas les dossiers, c'est directement traité par les services administratifs. Petite précision, depuis ce mois-ci, la Cavimac a mis en place, un médiateur. Donc en l'occurrence, notre médiatrice, c'est madame Bélibi, qui est rattachée au service juridique, qui est l'étape avant la commission de recours amiable. C'est-à-dire que, vous avez eu une première information, une première décision de la part, des services administratifs, pardon. Vous n'êtes pas d'accord avec, mais donc vous allez faire une première contestation auprès du service, en disant: «Mais en fait, moi, je suis pas du tout d'accord, je comprends pas pourquoi, c'est cette réponse qui m'a été donnée». Les services administratifs vont vous apporter, une réponse pour vous expliquer un peu leur position. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette réponse, vous pouvez saisir le médiateur. L'avantage d'un médiateur, c'est que ça suspend le délai de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable et ça permet éventuellement de ne pas avoir à aller jusqu'à ce formalisme qui peut prendre un peu de temps. Dans les prochaines semaines, de l'information sera diffusée sur les différents réseaux sociaux d'Acavimac. S'agissant du médiateur, il y aura notamment, les modalités de saisine du médiateur. Aujourd'hui, vous pouvez, saisir madame Bélibi, notamment par courrier, mais, il va y avoir aussi un formulaire qui va être mis à disposition sur le site internet et elle a réalisé une vidéo, YouTube, pour vous expliquer un peu quel est son rôle, dans quel cas la saisir et comment la saisir. Donc voilà pour la commission de recours amiable et on voulait vous faire un petit point aussi sur le recours contre tiers. Alors, le recours contre tiers, qui l'exerce? C'est l'Acavimac avec ou sans l'assuré. Dans quel cas? Donc il faut 2 conditions, c'est-à-dire l'assuré a été victime d'un accident ou d'une agression et l'Acavimac a pris en charge en conséquence des frais de santé et ou a servi une pension d'invalidité. Que faire dans ce type de situation? C'est l'assuré doit, dès qu'il est victime d'un accident ou d'une agression, en informer la CAVIMAC qui va déterminer les suites à donner. Quand cette déclaration doit-elle être faite? Le plus rapidement possible après la réalisation des faits. Et comment? En adressant un mail à l'adresse maladie@cavimac.fr avec pour objet RCT plus le nom et le prénom de l'assuré qui a subi donc, l'accident ou l'agression. Et pourquoi on vous demande de faire ces recours contre tiers? C'est simplement que, si ces déclarations ne sont pas faites, la prise en charge des frais de santé est laissée à la charge de la solidarité nationale. Or, il faut savoir que dans le cadre des recours contre tiers, la plupart du temps, ce sont pas les personnes qui sont à l'origine des accidents, qui finalement vont payer directement, mais ce sont les assureurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est assuré pour, plein de risques dans notre vie au quotidien. C'est pour être couvert et pour ne pas que, les sommes restent à la charge de la solidarité nationale. Et donc, je vais vous donner un petit exemple parce que recours contre tiers, ça peut paraître, une terminologie qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. C'est par exemple: «Mon voisin m'a écrasé le pied en se garant en voiture donc. J'ai dû être hospitalisée car j'avais plusieurs fractures. Je contacte la Cavimac pour qu'elle se mette en relation avec l'assureur de mon voisin». Le but, c'est aussi de dédiaboliser ce côté, mais je vais pas dénoncer mon voisin ou la personne que je connais, qui ou bien finalement quelqu'un qui a l'air très gentil, un petit jeune qui vient d'avoir son permis, qui est à l'origine de l'accident. Donc rassurez-vous, systématiquement, l'indemnisation se fait via, les assureurs. Mais pour nous, c'est important de pouvoir récupérer ces sommes pour les utiliser à d'autres fins.
Et il se peut notamment dans le cadre des agressions, que vous aussi vous ayez fait une démarche, donc notamment vous avez porté plainte. Derrière, si la personne a pu être identifiée, vous allez être appelé à intervenir devant, cette fois-ci le tribunal correctionnel. Si la CAVIMAC est avec vous, ça permet aussi quand même généralement de faire des actions concertées et donc d'avoir un accompagnement, aussi sur le volet sécurité sociale, sur, les démarches à réaliser. Voilà un peu tout ce que j'avais à vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je vous ai laissé sans voix. J'ai l'impression, pas de questions, pas de main levée. Bon, parfait, mais très bien. Mais écoutez, je vous souhaite, un bon après-midi et une bonne continuation sur cette, journée d'information. Merci. Merci beaucoup, Merci. Vicky. Bon après-midi. Oups, pardon, je suis allée un peu vite. Voilà. On va Eh continuer avec les bien, prestations santé. merci Hortense. Donc, nous allons poursuivre sur la branche maladie. Mais avant de parler des prestations, un petit mot sur l'organisation du département santé. Je vous laisse passer la slide suivante. Donc, l'activité maladie est gérée par ce qu'on appelle le département santé. Il s'agit du département le plus important en termes d'effectifs de la CAVIMAC. Il y a à peu près 27 personnes donc, qui composent ce département, qui est composé de deux services, service maladie et puis le service médical. Le service maladie est lui-même composé de deux pôles, le pôle prestation, ou ce qu'on appelle production, l'activité de production, à savoir la gestion de prestations en nature. Prestations en nature, c'est-à-dire eh bien, l'ensemble des remboursements, à la fois à l'assuré, parfois aux professionnels de santé, que ce soit les soins de ville, les soins en établissement public ou les cliniques privées. Une partie aussi des prestations en espèces, ou ce qu'on appelle les indemnités journalières. Et donc, il s'agit, on va dire, du pôle par excellence qui verse, on va dire, les droits. On a ensuite le pôle relations extérieures, c'est le pôle qui se met en relation avec vous, assuré avec les responsables de collectivité, avec les professionnels de santé aussi, ça peut être aussi les mutuelles par exemple, et qui est chargé grosso modo de toute la réponse à l'usager, plus un certain nombre de prestations que Nathalie Buzine détaillera un peu plus tard, comme la C2S, complémentaire santé solidaire, etc., etc. À côté du service maladie, nous avons aussi le service CPR2A ou le service médical. Là aussi, Christine Pilâtre lui détaillera un petit peu plus tard. Mais c'est un service en fait qui permet, si vous voulez, de donner ce qu'on appelle les ententes préalables, parce que pour un certain nombre de prestations, eh bien, le médecin conseil de la CAVIMAC doit donner une entente pour autoriser telle ou telle prestation. Et sur cet aspect de contrôle médical, nous avons une activité, en fait, on est mutualisé avec la DRSM Île-de-France, direction du service médical de l'Île-de-France, en fait, qui met à notre disposition 4 médecins conseils selon des spécialités un petit peu différentes et qui nous aident à prendre en charge cette activité. Et donc, je laisse la main à Christine pour parler un peu plus en détail du service médical. Merci Abdenbi. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc Christine Pilâtre, responsable du département santé. Et je vous propose pour commencer donc de vous présenter deux des trois pôles qui constituent donc ce département, en commençant donc par le pôle CPR2A. Comme le disait Monsieur Lazrac à l'instant, c'est un mot un petit peu barbare pour décrire le service médical. Alors effectivement, depuis 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, la DRSM Île-de-France a mis à notre disposition 4 médecins conseils qui étudient donc les dossiers qui leur sont présentés en fonction de leur spécialité. Alors, une très grosse activité du pôle CPR2A, c'est de délivrer des accords aux demandes d'exonération du ticket modérateur, c'est-à-dire les demandes de 100% pour affection de longue durée.
Ça représente plus de 2000 demandes au cours de l'année 2024. C'est également instruire les dossiers de demande d'invalidité sur un plan médical et donc de déterminer avec le médecin conseil la catégorie dans laquelle sera reconnu le demandeur. En 2024, 9 nouveaux dossiers ont été instruits donc, par la DRSM. C'est également étudier les demandes d'indemnisation, donc des indemnités journalières, dans le cadre des arrêts maladie, notamment pour les arrêts supérieurs à 6 mois ou ceux qui sont en rapport avec des affections de longue durée. C'est participer, comme le disait Madame Racine en début de session, au suivi des dossiers recours contre tiers, notamment avec l'évaluation des frais à prendre en charge dans le cadre de l'accident. Donc, c'est facturer le montant des prestations qui vont être alimentées, qui vont alimenter les créances provisoires ou définitives émises en faveur d'une compagnie d'assurance. Et puis, il y a d'autres dossiers qui, eux, sont soumis impérativement à avis du médecin conseil, tels que les transports de 150 km, c'est obligatoire. Donc 157 demandes ont été étudiées au cours de l'exercice 2024. C'est également donner des accords pour le grand appareillage. Alors, grand appareillage, je vais vous donner un exemple, ça va être la prothèse complète d'un membre inférieur, ça va être l'achat d'un fauteuil roulant électrique qui nécessite impérativement donc l'accord d'un médecin conseil. C'est donner également, et à titre exceptionnel, donc un accord pour que l'assuré puisse se procurer des médicaments avant son départ à l'étranger. Dès lors qu'il sait qu'il ne pourra pas se procurer la molécule dans certains pays, ce qui est le cas malheureusement, il fait une demande, c'est une sorte de dérogation, et ça permettra à l'officine donc de délivrer les médicaments pour plusieurs mois. Également, la prise en charge et l'étude de tous les dossiers dentaires. Alors, ça concerne majoritairement les actes d'orthodontie chez les enfants, mais aussi la cotation de tous les soins dentaires qui peuvent être réalisés à l'étranger. Alors, ou au cours d'un séjour temporaire, et là, c'est une urgence, ou pour nos assurés qui séjournent à l'étranger dans le cadre d'un détachement. Et puis ensuite, et pour finir, le médecin conseil doit aussi, là il en manque un petit bout, je vois, le médecin conseil doit se prononcer également pour l'achat des médicaments d'exception. Alors on appelle médicaments d'exception les molécules délivrées par les pharmacies hospitalières. Ce sont en général des traitements très onéreux qu'on ne peut pas se procurer en pharmacie de ville, pardon. Voilà, pour les principales activités donc, de nos deux collègues qui occupent le pôle CPR2A. Ensuite, donc, le pôle production, qui lui est constitué de 11 collaborateurs. Alors, l'activité première, évidemment, du pôle production, c'est de réaliser tous les remboursements présentés par nos assurés ou les professionnels de santé. C'est près d'1 million donc, de dossiers par an que nous traitons. Et dans ces dossiers, donc, nous traitons 3%, on va dire, un peu plus de 3% de feuilles de soins papier, puisqu'il en existe encore, mais plus de 96% de feuilles de soins électroniques. Donc, la feuille de soins électronique, c'est celle qui est émise par le professionnel de santé à l'aide de votre carte vitale. Et donc là, on parle de prestations en nature. Et la prestation en nature, ce sont, comme le disait M. Lazrac, les remboursements de tous vos frais de santé. Alors, je vous donne quelques exemples. Ça va être la consultation chez le médecin, généraliste, spécialiste, l'achat de produits pharmaceutiques, bien sûr, les analyses biologiques, l'achat de petits ou grands matériels d'appareillage, les frais de transport, les taxis, donc VSL, ambulances, avions, quelquefois, pour nos assurés qui viennent des DOM. Tout ce qui est prise en charge et facturation faite par les auxiliaires médicaux, donc les infirmières libérales, les masseurs kinésithérapeutes, les orthoptistes, pédicures podologues, les sages-femmes et les orthophonistes, mais également les frais d'hospitalisation, donc que ce soit dispensés dans le public, donc les centres hospitaliers, ou dans le privé, et là on parle de cliniques. Et à l'issue donc de toutes ces prestations en nature, nous sommes aussi quelquefois dans l'obligation de rédiger des refus administratifs avec des voies de recours, notamment, donc ça représente un peu plus de 700 refus administratifs délivrés chaque année à nos assurés pour des prestations qui ne peuvent pas faire l'objet d'un remboursement par le régime obligatoire. Alors, c'est le cas de prestations qui ne sont pas référencées, par exemple, aux nomenclatures. Ça peut être le cas, et c'est majoritairement le cas, pour nos assurés qui sont inscrits au régime particulier et pour lesquels seuls les frais d'hospitalisation peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Et puis quelquefois aussi pour des dossiers que nous recevons tardivement et donc là, nous sommes obligés d'appliquer la forclusion. Au sein de ce pôle production, nous avons aussi un petit pôle de carte vitale constitué de 3 collaboratrices qui au quotidien donc prennent note de vos cartes vitales perdues, volées ou défectueuses, qui délivrent donc des attestations d'ouverture des droits papier, qui gèrent aussi ce qu'on appelle les mutations interrégimes lorsqu'un assuré change de caisse en fait d'assurance maladie. Alors on parle de caisse cédante lorsque la Cavimac, par exemple, perd un assuré qui va émarger auprès d'un autre régime, ou alors caisse prenante lorsqu'on reçoit un assuré qui quitte un autre régime pour être affilié à la Cavimac. Et dans ces 2 cas, donc, il existe des échanges dématérialisés qui s'effectuent donc entre caisses de façon à échanger toutes les données médico-administratives et permettre éventuellement la mutation de votre carte vitale. Voilà pour les principales activités du pôle production. Et je vais maintenant laisser la parole à Madame Buzine qui va vous présenter le pôle relations extérieures. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je me représente, donc Nathalie Buzine, responsable du service maladie et adjointe de Christine Pilâtre. Donc, pour compléter un petit peu la présentation de Christine, je vais vous décrire les activités donc, du pôle relations extérieures. Donc, le pôle relations extérieures a en charge le traitement des réclamations, des demandes d'informations, des duplicata de factures qui nous parviennent soit par mail, courrier ou tout simplement des réclamations par des réclamations téléphoniques. Nous étudions également les doubles paiements. Donc, ces doubles paiements sont détectables d'après des requêtes qui tournent en interne journalièrement ou alors suite à des réclamations ou signalements qui sont effectués par des professionnels de santé, des assurés ou vous-même en tant que responsable de collectivité. Donc, il faut savoir que si le double paiement est avéré, nous créons un indu dans un outil comptable, notre outil comptable, et ensuite nous notifions l'indu par le biais de courrier. Donc, à savoir que derrière cette notification d'indu, on a 2 mois pour récupérer la prestation. Si cette prestation n'est pas récupérée, s'ensuit en fait toute la phase contentieuse qui, par contre, là, est gérée par la direction comptable financière. Nous instruisons également les demandes de C2S. Donc, pour l'année 2024, nous avons eu 5 400 demandes instruites de complémentaires santé solidaire. Nous faisons aussi l'instruction donc des demandes de pension d'invalidité, mais du côté administratif, en relation bien sûr avec le service médical. Et nous calculons aussi la pension d'invalidité, donc qui est versée mensuellement tous les 8 du mois comme la pension retraite. Il faut savoir que voilà, pour avoir la pension d'invalidité, bien sûr, il ne faut pas avoir atteint l'âge à la retraite, voilà, qui est de 62 ans à la Cavimac. Et ensuite, au bout de 62 ans, les assurés passent en fait pensionnés retraités. Nous instruisons aussi du côté relations extérieures les indemnités journalières. Donc, on est organisé avec le pôle production, comme c'est le même service, 2 personnes en pôle production et 2 personnes côté relations extérieures pour assurer un bon suivi de cette activité. Nous penchons aussi sur ce qui est du domaine du 100% santé. Donc, nous contrôlons en fait les facturations des professionnels de santé sur les dépassements donc, du prix limite de vente. Il faut savoir que les personnes qui bénéficient de la C2S, logiquement, n'ont pas de dépassement. Les professionnels de santé ne doivent pas faire de dépassement. Ils doivent s'aligner sur le 100% santé sans reste à charge. Donc, à partir du moment où il y a un dépassement, on prend contact avec les professionnels de santé. Si le dépassement n'est pas justifié par le professionnel de santé, la Cavimac, en fait, notifie un indu au professionnel et rembourse cette part de dépassement à l'assuré. Alors, il se peut que ce soit à la demande des assurés. Je veux dire, ça peut être une surfacturation du professionnel, mais ça peut être l'assuré aussi qui n'a pas voulu rentrer dans le panier de soins sans reste à charge du 100% santé et qui a voulu prendre, je dirais, pour les équipements optiques, prothèses dentaires et auditives, des équipements un petit peu plus poussés peut-être que ceux qui sont présentés dans le 100% santé. Nous traitons également tout ce qui est mise à jour adresse et coordonnées bancaires des assurés. Donc, surtout bien nous signaler le changement des adresses et coordonnées bancaires des assurés, de façon à ce qu'on puisse mettre à jour en fait nos applicatifs. Nous enregistrons également les déclarations de choix de médecins traitants.
hein, pour éviter qu'il y ait des abattements sur les remboursements des prestations maladie. Enregistrement également de toutes les mutuelles et une facturation Noémie. Bon, ça ne vous parle peut-être pas trop, hein, mais je veux dire, c'est à partir du moment où nous enregistrons une mutuelle dans notre base, nous pouvons télétransmettre les décomptes de prestations à la mutuelle pour que le remboursement se passe plus vite, hein, avec la mutuelle. Et donc, ces décomptes de prestations sont tout simplement facturés aux mutuelles. Nous étudions également les dossiers recours contre tiers, donc en lien direct avec le service médical et juridique. 43 dossiers, nous avons étudié 43 dossiers en 2024. Tout ce qui est gestion aussi également des demandes de détachement en Europe et hors Europe, avec bien sûr ensuite la délivrance de cartes européennes. Et puis, comme vous en a parlé, Christine, les accords pour la délivrance des médicaments pour départ à l'étranger qu'on soumet au contrôle médical également, et tout ce qui est accord de prise en charge cure thermale. Voilà toutes les activités en fait du transverse au pôle production qui sont gérées par le pôle relations extérieures. Bien. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, je poursuis. Alors, cette slide, l'objectif est de vous donner quelques repères sur les remboursements. Alors, je ne vais pas être très long. La branche maladie donc, traite et règle près d'1 million de feuilles de soins chaque année, sachant que sur ces 1 million, 97% des feuilles de soins, ce sont des feuilles de soins dites électroniques, c'est-à-dire on utilise la télétransmission. En quelque sorte, l'assuré fournit sa carte vitale. Et donc, c'est pour ça nous vous invitons vivement à utiliser votre carte vitale de manière systématique, je dirais pour deux raisons importantes. La première, c'est que ça vous permet d'être remboursé rapidement, en moins de 3 jours. À contrario, pour la feuille de soins papier, le remboursement est beaucoup plus lent. Notamment si on prend en compte le délai d'acheminement par la poste, ça peut durer plusieurs jours. Et puis, lorsqu'on utilise la carte vitale, pour nous, c'est un flux, je dirais, sécurisé. C'est-à-dire, c'est le professionnel de santé qui nous émet l'information et donc c'est beaucoup plus sécurisé. Et c'est beaucoup moins chronophage aussi, à la fois pour vous et pour nous. Autre chiffre peut-être, c'est nous versons environ 125 millions d'euros de prestations maladie chaque année, c'est-à-dire c'est le volume total des remboursements. Donc il s'agit des soins de ville lorsqu'on se présente devant un professionnel de santé. Ça peut être aussi les soins délivrés dans les hôpitaux ou les cliniques privées. Ce qui fait une moyenne à peu près de 290 euros par mois par bénéficiaire assuré, ce qui est quand même relativement significatif. Un mot sur les cartes vitales et les attestations d'ouverture de droit. Donc, on a enregistré environ 1900 cartes vitales produites au cours de l'année 2024 et à peu près 3500 attestations d'ouverture de droit. Sachant que ces chiffres sont en sensible augmentation par rapport à l'année 2023. Si on poursuit sur la slide suivante. Donc, il s'agit des indemnités journalières. Comme vous le savez, depuis 2020, la CAVIMAC verse ce qu'on appelle des prestations en espèces, indemnités journalières, à la fois maladie, maternité, paternité et adoption, au bénéfice des ministres du culte. Alors, pourquoi il n'y a que les ministres du culte qui bénéficient de ces prestations? Eh bien, tout simplement parce que le Code de la sécurité sociale impose que eh bien, les IJ remplacent en quelque sorte les salaires. Pour un ministre du culte, il s'agit pas du salaire, mais d'un traitement. C'est pour ça, en fait, ces prestations sont réservées aux ministres du culte qui perçoivent un traitement. Alors, il y a un délai de carence de 30 jours qui, à mon sens, est relativement important. C'est pour ça nous avons, il y a déjà plusieurs mois, contacté les pouvoirs publics, les tutelles, pour essayer de raccourcir ce délai de carence et de le ramener plutôt à 3 jours, comme à l'instar du régime général. Et donc, nous vous tiendrons informés de l'avancée de
cette demande de changement. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de contrepartie de cotisation aux indemnités journalières, c'est-à-dire, eh bien, cette prestation ne donne pas lieu au préalable à un versement je dirais de cotisation spécifique de la part de la collectivité. Donc voilà, c'était une petite observation par rapport aux IJ. Globalement, nous avons constaté que depuis 2020, un recours de plus en plus important aux indemnités journalières. Par exemple, en 2024, eh bien, on a enregistré 286 000 € de prestations, avec une hausse de 27% par rapport à l'année 2023. Pour dire un petit peu cette évolution plutôt positive et ce recours de plus en plus important de la part de nos assurés à ces prestations. Peut-être un petit rappel par rapport justement à l'instruction des dossiers pour faciliter justement l'instruction et régler les idées de façon la plus réactive possible. Eh bien, nous vous invitons, en cas de demande d'IJ, évidemment, à contacter le service médical pour tout ce qui est volet administratif. Et puis, en fait, il faut envoyer l'arrêt de travail dans un délai relativement raisonnable. Nous avons mis 30 jours, mais ça, c'est vraiment le maximum parce que c'est le délai de carence. Et puis, envoyer les éléments médicaux au service, évidemment, service médical. Sachant que l'ensemble des formulaires sont disponibles sur le site internet à l'adresse qui est indiquée sur la slide. Et donc, je laisse la main à Nathalie pour poursuivre sur la C2S. Merci Abdelbi. Donc, en ce qui concerne la complémentaire santé solidaire, donc je pense que c'est un dispositif que vous commencez à connaître, qui a été mis en place en 2019 pour remplacer la couverture maladie universelle complémentaire et l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé. Donc, ça reste une aide pour payer bien sûr les dépenses de santé, en garantissant l'accès à des soins de qualité, donc sans reste à charge aux personnes dont les revenus sont les plus modestes. Et ça, c'est important. Les professionnels de santé, normalement, ne doivent pas faire de dépassement aux personnes qui bénéficient de la complémentaire santé solidaire. Donc, vous avez droit à la complémentaire santé solidaire. Donc, d'une part, si vous bénéficiez de la prise en charge de vos frais de santé par l'assurance maladie et que vous résidez de façon stable et régulière en France. Si vos ressources sont inférieures à un montant qui dépend bien sûr de la composition de votre foyer, donc deux plafonds en fait, le plafond qui a été revu au 1er avril 2025, donc un plafond à ne pas dépasser qui est de 10 339 € pour pouvoir bénéficier de la T2S gratuite pour une personne, et le plafond de 13 957 € pour la C2S participative, toujours pour une personne. Les plafonds des ressources applicables dans les départements d'outre-mer sont un petit peu plus élevés, donc 11 507 € pour les C2S gratuites pour une personne et 15 534 pour la C2S participative, toujours pour une personne. Vous pouvez retrouver notamment tout le tableau des plafonds sur le site de la Cavimac. Si vous avez déjà eu bien sûr une complémentaire santé solidaire participative, pour pouvoir avoir un renouvellement, vous devez être à jour du paiement de vos participations financières ou alors en cours de régularisation. Ça, c'est important. Pour la participative, il faut savoir qu'elle vous coûte moins d'1 € par jour et par personne. Donc, ça va jusqu'à 360 € à l'année. Donc, il faut être à jour de ces participations financières pour pouvoir avoir, un accord de renouvellement de complémentaire santé solidaire. Un rappel, donc le droit à la complémentaire santé solidaire dépend bien sûr des ressources que vous et les membres de votre foyer avez perçues pendant les 12 mois civils précédant l'avant-dernier mois de votre demande. Ça, c'est important parce que nos gestionnaires CDS font énormément de retours pour avoir, les ressources demandées. Donc, on vous a donné un exemple. Donc, une demande qui est faite en avril 2025, la période de référence que vous devez nous fournir pour la prise en compte des ressources court du 1er mars 2024 au 28 février 2025. Voilà, ça c'est important parce que
c'est dans la réglementation, nous sommes obligés de retourner en fait les dossiers ou de vous en refaire la demande quand en fait vous nous déclarez plutôt du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Ça, c'est pas acceptable. C'est réglementaire, on ne peut pas faire autrement. Un petit conseil aussi, pensez bien au visa, parce qu'on a beaucoup de visas expirés et qui retardent l'instruction des dossiers C2S. Si le visa n'est pas à jour dans nos bases, nous ne pouvons pas instruire le dossier C2S. Donc, soit vous avez connaissance du nouveau visa, auquel cas vous le joignez au dossier de C2S, ou alors vous l'envoyez directement au service affiliation pour qu'il fasse la mise à jour et qu'on puisse instruire correctement notre dossier derrière. Et une petite précision également, parce qu'on avait eu une question récemment, une personne, admettons, qui est affiliée chez nous au 1er janvier 2025, n'a pas systématiquement la C2S qui est déclenchée au 1er janvier 2025, même s'il en a fait la demande avec son dossier d'affiliation. Il faut savoir en fait que je dirais la transmission est faite aux relations extérieures, mais que nos gestionnaires ont 2 mois pour instruire un dossier C2S. Donc, on va vous affilier au 1er janvier, mais la C2S ne démarrera pas forcément au 1er janvier. Elle peut démarrer au 1er mars. Voilà, parce que nous avons 2 mois réglementairement pour instruire un dossier. Sauf si, voilà, il y a hospitalisation et auquel cas, là, on revient en arrière et on vous accorde en fait la C2S de façon anticipée, uniquement pour une hospitalisation pour couvrir les frais de santé. Voilà, sinon, en information complémentaire, donc la C2S peut être également demandée et renouvelée automatiquement pour les bénéficiaires donc, qui bénéficient de l'ASPA, donc l'allocation de solidarité aux personnes âgées, et de l'ASI également, donc l'allocation supplémentaire d'invalidité, mais seulement dès lors que l'assuré et le conjoint n'ont pas exercé d'activité professionnelle les 3 mois civils qui précèdent la demande. Ça, c'est important. Donc, pour l'ASPA, les bénéficiaires de l'ASPA et de l'ASI, on attribue une CSS participative. Le RSA aussi, les personnes qui touchent le RSA, donc le revenu de solidarité actif, ont le droit en fait à l'attribution d'une C2S gratuite. Donc, si vous avez connaissance toujours d'assurés qui bénéficient de l'ASPA et du RSA, faites la demande de la C2S, ils y ont droit. Et puis, l'année d'après, c'est un renouvellement qui se fera automatiquement. Et à compter du 1er juillet 2025, donc les bénéficiaires de l'AH, donc de l'allocation adulte handicapé, pourront également bénéficier de la C2S participative. Donc, nous vous rappelons bien sûr que vous pouvez télécharger l'imprimé CERFA, donc S3711, demande de complémentaire santé solidaire sur le site de la CAVINI. Voilà, dans Qui sommes-nous? Vos imprimés et imprimés à télécharger. Donc, on va passer au détachement en Europe et hors Europe. Donc, en chiffres déjà, donc la CAVIMAC en 2024 a accordé 75 détachements, donc 36 en Europe et 39 hors Europe. Donc, le détachement en Europe donc peut être d'une durée de 3 à 24 mois, renouvelable une fois. Donc, les 24 premiers mois, c'est la CAVIMAC en fait qui vous délivre, qui vous accepte le détachement. Sinon, il faut en faire la demande pour un renouvellement, il faut faire la demande auprès du CLES, donc au Centre de liaison européenne et internationale de sécurité sociale, qui est domicilié également à Montreuil, donc 44 rue Armand Carrel. Et on vous conseille de le faire en fait auprès du CLES 6 mois avant la date fin du premier détachement. Si vous avez connaissance d'une prolongation de détachement, surtout faites-le assez rapidement. C'est assez long d'obtenir des réponses par le CLES. Donc, en parallèle, pour le détachement en Europe, la CAVIMAC délivre les formulaires donc S1, donc, qui vous permet de vous inscrire en vue de bénéficier des prestations de l'assurance maladie, et du formulaire A1, donc, qui atteste bien sûr que l'assuré paie des cotisations en France. Donc, il n'est pas du tout, qu'à partir du moment où il paie des cotisations en France, il ne paie pas de cotisations à l'étranger. Et suite à ces envois de formulaires, on déclenche automatiquement l'édition de la carte européenne. Ensuite, nous avons le détachement hors Europe. Donc, 2 types de détachement hors Europe. Vous avez le détachement hors Europe dans un État qui est sous convention avec la France. Donc, il existe existence bien sûr d'une convention bilatérale de sécurité sociale qui est signée entre la France et le pays d'accueil.
Donc, la CAVIMAC, bien sûr, applique les modalités qui sont spécifiées dans cette convention et la durée initiale du détachement peut osciller entre 1 an à 5 ans, bien sûr, en fonction du pays dans lequel est détaché l'assuré. Donc, c'est variable selon la convention. Sinon, nous avons le détachement hors Europe, mais qui est en état soumis, enfin, sans convention avec la France. Donc là, lorsqu'il n'y a pas de convention, lorsque la France n'est pas liée à un accord de sécurité sociale avec un autre État, donc la CAVIMAC délivre là, cette fois-ci, une attestation de maintien d'affiliation, donc dans le cas du détachement, qui est valable donc 3 ans et renouvelable une fois. Il faut savoir qu'au-delà de cette période de 6 ans, vous ne pouvez plus être en situation de détachement. Donc là, il s'agira d'une expatriation. Donc, soit l'assuré, en fait, est affilié à la Caisse des Français à l'étranger, à la CFE ou à l'EMI, à l'entraide missionnaire, et radié de la CAVIMAC côté maladie. Une petite précision qui est importante, donc bien garder surtout les factures, si vous avez payé les soins, je dirais, sur place, bien garder les factures originales qui sont acquittées, ainsi que les prescriptions médicales, et les joindre à un formulaire, le formulaire S3125, soit reçu à l'étranger, hein, que vous pouvez retrouver soit sur le site de la CAVIMAC ou pour les personnes qui ont un site Amélie, ils peuvent le télécharger, il est disponible aussi sur le site amélie.fr. Voilà en ce qui concerne les détachements. Donc, on va peut-être continuer sur la slide suivante. Donc, juste là, un petit rappel sur la carte européenne. Donc, la CAVIMAC, en 2024, a délivré 2003 cartes européennes. Donc, la carte européenne d'assurance maladie doit être demandée 20 jours au moins avant le départ, ça c'est important. En cas d'urgence, si vous n'avez pas fait cette demande, il faut savoir, vous pouvez nous joindre et on peut vous délivrer un certificat provisoire de remplacement qui est valable 3 mois. Et la carte européenne est valable 2 ans maximum à partir bien sûr de sa date d'édition et n'est pas renouvelée automatiquement, il faut nous en faire la demande. Voilà en ce qui concerne la carte européenne. Donc, je vais laisser la main à Christine Pilatte qui va vous présenter la carte vitale. Merci Nathalie. Bien écoutez, pour clore ce chapitre département santé, effectivement, je vous propose de faire un petit rappel sur la carte vitale. Vous la connaissez tous. Les premières cartes vitales ont été déployées aux assurés de la CAVIMAC en 1998. À l'époque, on parlait dans notre jargon de V1, c'est-à-dire première génération, carte vitale sans photographie. Et puis, depuis 2007 exactement, sont arrivés les V2, où désormais toutes les cartes vitales donc, comportent la photographie de l'assuré. Alors, cette carte vitale, elle est strictement personnelle, bien sûr, elle est confidentielle, elle est sécurisée, elle est valable sur tout le territoire français, y compris dans les départements, dont France métropolitaine et départements d'outre-mer, et elle est gratuite, c'est très important, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Elle permet donc aux professionnels de santé de vous identifier auprès d'une caisse d'assurance maladie, donc la CAVIMAC en l'occurrence. Ça vous permet également de bénéficier, dans la plupart des cas, du tiers payant, c'est-à-dire de la dispense d'avance des frais, et donc d'obtenir un remboursement très rapide, puisqu'on vous disait tout à l'heure que la moyenne est de 3 jours. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'en cas de perte, vol ou dysfonctionnement, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Vous devez donc le signaler auprès des gestionnaires, donc Pôle Carte Vitale. Alors, vous pouvez le faire par téléphone, par mail, par courrier, par le biais de votre compte Amélie, si vous en avez un. Sachez que le renouvellement donc d'une carte vitale sans photographie, donc la V1 à l'époque, ne pourra pas être renouvelé à l'identique. C'est-à-dire qu'obligatoirement, vous recevrez une V2 avec photographie. Autre information très importante, vous avez déclaré votre carte vitale perdue et vous vous apercevez au bout de quelques heures, quelques jours, quelques semaines, vous la retrouvez. Je vous demanderais surtout de ne plus l'utiliser, c'est très important parce qu'elle va engendrer auprès des professionnels de santé des flux frauduleux. Donc cette carte vitale retrouvée, vous devez impérativement l'envoyer à nos services et nos collègues se chargeront donc de l'invalider physiquement et de demander donc le renouvellement d'une nouvelle. Sachez aussi que le délai de renouvellement d'une carte vitale est estimé à peu près à 4 semaines. Entre le moment où vous nous signalez sa perte, son vol ou sa défectuosité, nous alertons donc le numériseur, qui est une entreprise
nationale, qui vous enverra donc en retour ce qu'on appelle le formulaire que l'assuré devra compléter par sa photographie, par des pièces d'identité notamment, accompagnées d'une enveloppe. Une fois le dossier complété, donc vous le retournez directement au numériseur, qui va vérifier donc si toutes les pièces fournies sont recevables, et si oui, il lancera la fabrication d'une carte vitale par voie postale, donc encore une fois avec les délais d'affranchissement, et c'est pour ça que je vous parle donc de 4 semaines à peu près de délai de livraison. Sachant qu'en ce moment, on rencontre une petite difficulté avec le national. D'ailleurs, on a fait un message sur notre site Cavimac pas plus tard qu'hier pour nous excuser parce qu'ils ont des petits soucis techniques en ce moment et ça a occasionné un retard de production depuis à peu près 3 semaines qu'ils sont en train de rattraper au plus vite. Alors, une autre information très importante concernant la carte vitale, c'est que celle-ci ne peut pas être produite si l'assuré n'a pas un numéro d'immatriculation certifié, c'est-à-dire un numéro définitif. Tant que l'assuré a un numéro provisoire, donc provisoire, ça commence par un 7 pour un monsieur suivi de 0 et puis un 8 pour une dame, aucune carte vitale ne pourra être produite. Pensez également à mettre à jour votre carte vitale régulièrement, au moins une fois par an, et surtout à chaque changement de situation médico-administrative. Alors, je vous donne quelques exemples. On vous octroie le dispositif de l'AC2S. On pense à mettre à jour. Le médecin conseil donc, vous attribue aussi un 100% dans le cadre d'une ALD, on met à jour. Au cours de la déclaration d'un médecin traitant, par exemple, ou d'une maternité, pensez à mettre à jour donc, votre carte vitale. Alors, pour la mettre à jour, c'est très facile. Toutes les officines, les pharmacies sont équipées de bornes. C'est une opération qui est simple et rapide et qui dure moins d'1 minute. D'ailleurs, généralement, c'est même votre pharmacien qui le fait lorsque vous allez renouveler vos médicaments. Alors, je reviens maintenant sur la gratuité de la carte vitale. La Cavimac ne vous demandera jamais le paiement de cette carte et encore moins vos coordonnées bancaires. Alors, je vous demanderai surtout d'être vigilant aux SMS ou aux mails que vous pouvez recevoir régulièrement, puisqu'il s'agit en fait d'escroquerie et de messages frauduleux. Alors, vous pouvez recevoir des mails du type votre carte vitale arrive à expiration. Ça n'existe pas, une carte vitale n'a pas de date d'expiration. Ou une nouvelle version de votre carte vitale est disponible. Selon nos informations, nous constatons que vous n'avez toujours pas effectué votre demande de renouvellement. Prochainement, vos frais de santé ne pourront plus faire l'objet d'un remboursement. Donc, vous voyez, ce sont des messages quand même très agressifs et qui peuvent être angoissants. Donc, surtout, n'y donnez pas suite. Autre chose, on nous pose souvent la question, quoi faire de la carte vitale lorsqu'elle est défectueuse ou pour les personnes décédées notamment? Alors, vous pensez à les retourner au service de la Cavimac, donc au pôle carte vitale. Les gestionnaires donc, les invalideront dans des outils informatiques et puis ensuite on les transmettra à une société spécialisée qui procédera donc, à un recyclage de la puce et des matériaux en plastique. Voilà. Et donc, en conclusion, comme vous le savez, la carte vitale n'a que des avantages puisqu'elle permet un remboursement rapide, encore une fois, moins de 3 jours. Elle permet de rendre le fonctionnement de l'assurance maladie plus efficient. Elle évite à l'assuré l'envoi des feuilles de soins papier par voie postale, donc l'affranchissement, et des délais d'acheminement par la poste qui, quelquefois, peuvent être longs. Et j'en ai fini. Peut-être une petite précision en ce qui concerne les feuilles de soins papier, donc qui, malheureusement, sont délivrées parce que l'assuré ne présente pas sa carte vitale. Nous vous demandons de les envoyer surtout par voie postale et les originaux parce qu'on reçoit énormément de feuilles de soins papier dématérialisées qu'on nous envoie par mail et malheureusement, on ne peut pas procéder à leur remboursement. Donc, pensez bien à les envoyer par voie postale au service maladie. Une exception est faite simplement pour les feuilles de soins papier lorsqu'il s'agit de téléconsultation côté TCG. C'est le seul cas où nous pouvons accepter donc une feuille de soins papier. Voilà, j'en ai terminé donc pour les cartes vitales. On va peut-être pouvoir répondre aux questions parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y en avait un certain nombre. Oui, il y en a pas mal. On va reprendre tout en haut. Alors, qu'est-ce qu'on a? ah oui, là j'en vois une Alors. par exemple. Oui, là on en revient aux dérogations de médicaments pour un départ à l'étranger. Donc un prêtre
qui rentre définitivement dans son pays peut-il avoir recours à cette demande? Alors la réponse est non. Encore une fois, c'est une dérogation pour un séjour temporaire. Donc une personne qui rentre définitivement dans son pays, déjà logiquement, elle n'a plus à être affiliée à la CAVIMAC et donc le médecin conseil ne pourra pas accorder de dérogation dans ce cadre, hein. Et L'application d'une carte vitale numérique ne fonctionne pas sur les applications téléphone. Alors effectivement, on parle de l'application APCV, ça va être la carte vitale dématérialisée sur votre smartphone. Alors ce dispositif n'est pas encore actif à la CAVIMAC. Il le sera probablement dans les prochains mois. Je ne connais oui, pas encore le calendrier. dernier trimestre, je crois. Dernier ça va trimestre, être- voilà. Mm. Donc on vous en avisera, hein, quand ce sera fonctionnel. Et je crois que pour avoir l'application, il faut avoir une carte d'identité Oui, oui, numérique aussi. Enfin, je oui, sais tout à fait. plus. Oui, il y a plusieurs prérequis, effectivement, hein. Donc tout ça, on vous en parlera dans quelques mois lorsque on pourra déployer ce dispositif. Alors là, le devis, je vais peut-être laisser Nathalie Le répondre. dentiste a donné un devis important. Nous l'avons envoyé à la mutuelle Saint-Martin qui a répondu. Fallait-il l'envoyer également à la CAVIMAC? Alors, au niveau du devis, alors, nous, on répond au devis dentaire lié à la C2S. Mais sinon, non, tout ce qui est devis dentaire important, le dépassement, quoi qu'il arrive, de toute façon, devra être pris par la mutuelle Saint-Martin parce que nous remboursons sur la base sécurité sociale. Donc, tout ce qui est dépassement, en fait, doit être vu par la mutuelle. Donc, si vous avez une mutuelle autre que, je dirais, voilà, si vous n'êtes pas en C2S, il faut l'envoyer vraiment à la mutuelle Saint-Martin. Est-ce que la Alors carte ensuite, est-ce que la carte vitale vitale... peut servir tant sur CEPAM que CAVIMAC? Alors là, on est dans le cadre de la mutation dont je parlais tout à l'heure. Alors, lorsqu'il s'agit d'une carte vitale V1, c'est-à-dire sans photographie, elle ne mute pas. Ça, c'est une certitude. En revanche, les cartes vitales avec photographie mutent la plupart du temps. Quelquefois, on constate encore quelques anomalies. Donc là, pour vraiment vous assurer qu'elle mute et que vous allez pouvoir garder la même carte vitale, je vous demanderai de prendre conseil auprès de nos Le gestionnaires, gestionnaire. voilà, qui avec le numéro de série, etc., pourront vous le confirmer. Alors, carte vitale électronique, je pense qu'on en revient. Essayer de Oui, connaître donc ça, ce comptable sera de plus Oui. base, tard. non, C'est ça la n'est pas encore possible. PCV. Oui, oui, voilà, c'est ça. Ce sera un peu plus tard. On Alors, communiquera concernant les dessus. comptes Amélie, je laisse Nathalie. Alors, concernant les comptes Amélie, sur l'ensemble de notre communauté, le compte d'une seule sœur a pu être ouvert par Internet. Est-ce bien votre service qu'il faut contacter pour ouvrir les autres? Confirmez-vous qu'il faut une adresse mail par sœur, enfin, donc Oui. individuelle? Oui. Est-ce qu'un IBAN communautaire est accepté? Oui. Avec un compte Amélie, nous ne recevons plus de récapitulatif personnel de remboursement papier, Mhm. mais recevons-nous toujours le récapitulatif communautaire? Tu peux juste remonter les questions un tout petit peu, parce que je ne vois pas la totalité de la question, Hortense. Tu peux faire défiler les Euh, questions sur le côté, les remonter. Tu pour peux? moi, là, je l'ai Ah bah non, moi défilé, je la vois tu pas. peux pas Bon, voir. c'est pas grave. Donc au niveau compte Amélie, de toute façon, c'est un compte Amélie en fait pour une personne. C'est une adresse mail par personne pour ouvrir un compte Amélie déjà. Mhm. Hein. C'est nominatif. Après, je vois plus, excuse-moi. Donc, s'il y Alors, a un problème, oui, bien concernant... sûr, si vous avez un problème pour vous connecter à Amélie ou pour les comptes, vous pouvez bien sûr prendre contact avec le service Pôle Relations Extérieures. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et je Voilà. ne vois plus du tout après. Alors, Moi, ça ne est-ce remonte pas. qu'un IBAN communautaire est accepté? Alors, ça n'a rien à voir avec le compte Amélie. Je veux Oui, dire, l'IBAN communautaire, c'est soit l'assuré à l'IBAN de sa collectivité ou communauté, soit il a un IBAN personnel, mais ça n'a rien à voir avec le compte Amélie. D'accord. Et Voilà. dernière Vous pouvez... partie, pardon. Et la Un dernière compte partie, Amélie, c'était... Alors, nous ne je crois que recevons plus oui, le récapitulatif personnel de remboursement papier. tout à alors fait. avec un compte C'était Amélie, pour... oui, il est Voilà. suspendu. Il est En suspendu. revanche, la collectivité ou la communauté, si les prestations sont versées Oui, effectivement, reçoit. Tout à fait. continuera à recevoir le récapitulatif des versements. Papier. Papier. Voilà. Ok, merci.
Question suivante. Ah oui, le problème de la télétransmission, voilà, Tout pour à s'assurer au régime particulier, cela crée des refus administratifs qui font perdre du temps à tout le monde. Oui, ça je je vous le confirme. Que conseillez-vous pour le régime particulier? Alors la notion du régime particulier effectivement est indiquée sur la carte vitale ou sur l'attestation, où il est précisé, limité à la prise en charge des frais d'hospitalisation. Le problème, c'est que les professionnels de santé, méconnaissent ce dispositif qui est propre à la CAVIMAC et donc utilisent la carte vitale. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est peut-être sensibiliser les assurés inscrits au régime particulier de ne pas présenter la carte vitale lorsqu'ils consultent. Ça évitera effectivement aux professionnels de santé d'émettre une télétransmission. Mais ça reste encore une fois, un problème très compliqué. Ouais, ouais. Autre question, la C2S, ça fait office de mutuelle et est-ce Tout à que les fait, prêtres oui. peuvent en bénéficier? Tout à fait. Donc la C2S fait bien office de mutuelle et les prêtres peuvent en bénéficier. Oui, il n'y a aucun souci. Une communauté religieuse peut-elle bénéficier de la de la C2S? Bah, les assurés qui dépendent d'une communauté religieuse, oui, peuvent bénéficier en fonction de leurs ressources de la C2S. OK. Je croyais qu'on ne pouvait pas bénéficier du RSA quand on est affilié à la CAVIMAC. Alors, le RSA est versé par la CAF. C'est vrai que nous, si on n'a aucune demande en fait de complémentaire santé, on ne peut pas savoir de notre côté si tel ou tel assuré touche le RSA. À partir du moment où vous touchez le RSA, donc qui est versé par la CAF, vous pouvez vous permettre de faire une demande de C2S. Là, il n'y a aucun souci, c'est accepté. Ça OK. reste en fait un revenu qui est, quoi qu'il arrive, le montant forfaitaire du RSA est de, je crois, 635,71 €, donc qui est largement en dessous du plafond de la CSS gratuite. Donc, on vous attribuera une C2S gratuite si vous touchez le RSA. Donc, n'hésitez pas surtout à en faire la demande si c'est le cas. Est-ce que nous devons envoyer les titres de séjour des sœurs avant le renouvellement du dossier C2S ou seulement au moment du renouvellement? Alors, il est conseillé de l'envoyer avant si vous avez connaissance, je dirais, du nouveau titre de séjour et l'envoyer directement à la filiation. Parce qu'à partir du moment où nous, on reçoit le dossier de demande de C2S, de toute façon, on va contrôler dans nos applicatifs si le titre de séjour est bien à jour. Donc, il vaut mieux, si vous avez connaissance de ce titre de séjour, de l'envoyer préalablement au service affiliation. D'accord. J'ai reçu l'accord d'une demande de détachement en Italie pour 2 ans. L'assuré va donc recevoir une carte européenne avant son départ? Oui, normalement, oui. Je ne sais pas quand vous avez reçu cet accord. Si vous l'avez reçu récemment, il faut savoir en fait que pour obtenir la carte européenne, il faut compter 8 à 10 jours. Donc si c'est un accord que vous avez reçu récemment, très récemment, je pense que la carte européenne va arriver très rapidement, hein. Il faut 8 à 10 Oui, jours pour la recevoir. je l'ai reçu il y a 10 jours. Bon, bah voilà, c'est ça. OK. Merci. Je vous en prie. OK. Est-ce qu'on peut demander une carte vitale sans photo pour une personne âgée en EHPAD? La personne ne Non. peut pas se déplacer pour la photo et ne peut pas signer le formulaire. Non, malheureusement, Non, c'est plus non. possible. Aujourd'hui, on ne peut plus délivrer de cartes, sans photographie. Elles sont obligatoirement en version 2. Alors je sais que c'est un problème, hein, pour les personnes âgées notamment. Donc là, il faudrait quand même que quelqu'un puisse photographier, cette personne, même si c'est pas un photographe, hein. Essayer de faire une photo d'identité la plus juste possible et puis, signer l'imprimé pour elle. Les seules dérogations qui sont faites, pour une fabrication de cartes sans photo, ce sont, pour les personnes, hospitalisées en soins palliatifs ou les personnes défigurées. Ce sont les 2 seules exceptions. OK. Lors du retour par la poste de carte vitale perdue et retrouvée, n'y a-t-il pas de risque de vol? Ne peut-on pas la couper? Non, surtout pas. Alors, risque de vol, non. Vous l'envoyez, hein, directement, donc pôle carte vitale, service maladie de la CAVIMAC, mais surtout ne la coupez pas parce qu'on a besoin de la carte vitale dans son intégralité pour justement l'invalider physiquement et on a besoin de l'introduire dans un petit lecteur et si malheureusement elle est découpée en plusieurs morceaux, on ne pourra pas, arriver à nos fins. Une sœur française qui vivait à l'étranger et a une carte d'identité domiciliée à l'étranger est revenue en France.
Lors de la demande de carte vitale, une pièce d'identité est demandée. Nous avons envoyé photocopier le permis de conduire, qui est très ancien, et il a été refusé. Nous Oui. avons envoyé ensuite la photocopie de la carte d'identité avec adresse à l'étranger. Nous n'avons pas reçu de carte vitale. Nous sommes en train de refaire une carte d'identité. Faudra-t-il vous demander un nouveau courrier pour demander la carte vitale? Et oui, parce que malheureusement, ce formulaire n'a une validité que de 2 mois. Donc effectivement, et le numériseur est très, très strict sur la réception et la recevabilité des pièces d'identité. Donc lorsque vous aurez une pièce d'identité française, enfin établie par, demandez à nos collaboratrices qu'elles vous renvoient un formulaire. Peut-on avoir la C2S et une mutuelle? Alors, très bonne question. Avoir la C2S vous permet justement d'avoir soit une CSS gratuite ou, je dirais, une participation moindre. Pour moi, si vous cotisez en plus à une mutuelle, enfin, j'avoue franchement qu'on n'a jamais eu cette demande, donc vous répondre comme ça, mais un petit peu difficile. Bah, pour moi, ça n'a pas d'intérêt Mais d'avoir ça une n'a pas mutuelle. Enfin, d'intérêt de recotiser à une mutuelle si vous pouvez bénéficier de la C2S. oui. Voilà. Ok. Peut-on percevoir le RSA ou l'ASPA si on vit dans une communauté religieuse? Bah, oui, bien sûr, oui. Nous avons Avez-vous... Pardon. oui, non, si, on peut percevoir le RSA ou l'ASPA, si. Ok. Avez-vous besoin des titres de séjour à jour pour les prêtres? Pour les prêtres, Fideum Donum. Fideum donum. Pardon, je n'ai pas fini la question. Je sais pas, Christine. Moi non là, plus. Là, je ne sais ouais, pas. là, je Je sais dirais pas oui, vous puisque répondre. là, il faudrait poser cette question à Monsieur Guimard du Oui, service affiliation qui pourrait vous répondre sur ce sujet. Normalement, tous les titres de séjour doivent être à jour. Maintenant, Ouais. pour des prêtres en Oui, est-ce qu'il y a une particulier, exception? voilà, Je il y a sais peut-être pas. une exception qu'on ne connaît pas. Vous pouvez rapprochez-vous directement du service Oui, d'affiliation dans ce du cas-là. Voilà. service d'affiliation, oui. Vous venez de dire que les prêtres peuvent avoir la C2S. Or, il me semble que les prêtres diocésains ne peuvent pas bénéficier de la C2S car le complément diocésain les fait dépasser le plafond de ressources. Oui, c'était le Pouvez-vous problème me du le MIG. confirmer? Alors ça, c'est le problème, oui, tout à fait, c'est le problème du MIG, mais maintenant, on accepte pour les prêtres diocésains, je dirais, la C2S. Certains prêtres diocésains nous déclarent en fait ne pas toucher le MIG dans la totalité. Donc avant, on se basait sur, je dirais, la valeur du MIG. Maintenant, c'est du déclaratif, donc on se base en fait sur ce que touchent réellement en fait, les prêtres diocésains. Donc vous pouvez bénéficier de la C2S. Sachant que c'est juste un petit peu litigieux dans la mesure où le minimum en matière de Cézanne, c'est une décision des évêques prise à Rome en 1979 et il est garanti à tous les prêtres diocésains Oui, normalement. oui, Les oui, diocèses, normalement, oui. ils doivent l'assurer, c'est le diocèse Bien sûr. là, donc Oui. si c'est le cas, c'est pas normal. Non, c'est pas normal, tout à fait, oui. La photo peut-être avec un téléphone. Ah oui, je pense que c'est pardon, on reprend Oui, on sur la revient question, à la personne qui est en EHPAD, je pense. voilà, Alors oui, qui ne peut pas prendre une photo. oui, voilà, vous pouvez le prendre avec un téléphone, effectivement. Alors surtout, soyez vigilants à ce qu'elle soit bien centrée, enfin à ce qu'elle ressemble plus, en tous les Blanc, cas. froid. Voilà. Il ne faut pas que la personne porte voile, par exemple. Bien penser à se découvrir la tête, pas de lunettes de soleil, de choses comme ça. Mais oui, effectivement, vous pouvez la prendre avec un téléphone. Pouvez-vous nous donner un lien pour savoir ce que couvre la couverture santé C2S? Alors, je peux vous le mettre, mais sur le site internet Oui. Voilà, tout à de la fait, sur le site Cadimac, internet, tout à fait. Oui. je vais vous mettre le lien. Là. Je vais chercher le lien pendant qu'on continue les présentations. Je vous mettrai le lien. La C2S surcomplémentaire est intéressante avec la C2S, par exemple pour les soins, pédicures et autres, et donne accès aux aides complémentaires de la mutuelle Saint-Martin. Ok, c'est un commentaire. Autre question. Un prêtre a reçu une demande de paiement des participations forfaitaires et franchises. Pouvez-vous me dire à quoi correspondent ces participations?
Donc, ces participations forfaitaires et franchises, en fait, correspondent à toutes les participations de 1 euro ou de 4 euros en fonction, en fait, des prestations, que ce soit pour les transports, pour les médecins. Et en fait, vous avez reçu ce courrier-là parce qu'on avait, je dirais, dans nos bases, dans un compteur, en fait, tout ce qui n'avait pas pu vous être imputé lors des remboursements qui étaient faits en tiers payant. Donc, il faut savoir, à partir du moment où vous avez du tiers payant, on ne peut pas imputer vos paiements de participation forfaitaire et franchise. Donc, on attend en principe que vous ayez un paiement directement à l'assuré pour pouvoir déduire ces participations forfaitaires et franchises qui sont en attente sur un compteur. Et on est revenu 5 ans en arrière, en fait, pour demander, en fait, le paiement de ces participations forfaitaires et franchises. Donc, tant qu'on n'a pas un paiement à l'assuré, on ne peut pas prélever ces participations forfaitaires et franchises sur votre remboursement. Voilà. Ok. Pouvez-vous redonner l'adresse du Ah bah ça, pôle vous allez l'avoir à la fin, je capital? crois. On rappelle Oui. toutes les adresses de Après, contact. si c'est l'adresse postale, c'est juste indiqué donc 9 rue de Rosny et indiqué pôle carte vitale. Voilà, c'est ça. C'est l'adresse postale que vous souhaitez. Si c'est l'adresse mail, ce sera indiqué en fin de présentation. Et également sur votre espace personnel du site de la Cavimac, vous pouvez aussi directement contacter le pôle carte vitale. Je vais le remettre. Est-ce que la personne ne veut pas parler de la C2S complémentaire de la mutuelle Saint-Martin lorsqu'elle parle de la C2S et de la mutuelle? C'est par rapport. Oui, c'est par rapport à la question précédente. Oui, mais alors c'est par rapport à la surcomplémentaire, en fait, c'est Ah, ça. surcomplémentaire, Est-ce que la pardon. personne n'a pas voulu La dire surcomplémentaire de la mutuelle surcomplémentaire, Saint-Martin. tout à voilà. fait. C'est Est-ce qu'elle n'a indiqué pas dans- voulu dire ça? Voilà, c'est-à-dire que la mutuelle Mais- Saint-Martin, en fait, Voilà. n'a pardon. Oui, plus en d'accord. charge la complémentaire santé solidaire. Par contre, c'est sûr que, je veux dire, la mutuelle Saint-Martin peut vous proposer une surcomplémentaire pour d'autres, pour payer certains, pour vous rembourser certains actes qui sont coûteux, quoi. Voilà, pour tout ce qui est reste à charge, coûteux, d'appareillage et tout ça, la Oui. surcomplémentaire avec une participation de 10 euros par mois, je crois que c'est 10 euros, on a droit à ces remboursements de reste à charge. D'accord. D'accord. Par contre, Et droit aussi à pouvoir présenter des dossiers d'aide sociale. voilà, c'est ça. Pour des prêts, oui, tout à fait. Mais au niveau, François, je pense que je ne me trompe pas, que vous pouvez aussi, au niveau des dépassements, vous pouvez agir au niveau action Oui. sociale aussi. Oui, mais tout à ça, fait. On va en parler tout à l'heure. Voilà, vous allez en parler tout à l'heure, oui. Je crois que On a fait nous le n'avons tour des plus d'autres questions, oui. questions. Donc, on va pouvoir laisser la main à notre collègue donc de l'action sociale, enfin à nos collègues, pardon, de l'action sociale et de la prévention. Donc, rebonjour à tout le monde. Donc, j'interviens cet après-midi au niveau de l'action sociale et ensuite de la prévention. Donc, l'action sanitaire et sociale. Alors, il faut savoir tout d'abord que c'est une loi du 18 janvier 91 qui a qui a autorisé la Cavimac à exercer une action sociale au bénéfice de ses affiliés. La Cavimac est donc dotée d'un budget au niveau de l'action sanitaire et sociale. Ce budget se décline en aide financière vieillesse, en aide financière maladie, en autres actions telles que les aides au paiement des cotisations et l'achat de matériel médical, en actions de prévention, et enfin on a de nouvelles actions qui sont notamment constituées par des aides pour lutter contre l'éloignement numérique. Une action sanitaire et sociale active et évolutive. Alors tout d'abord, l'action sanitaire et sociale a pour but de s'adapter à la réalité culturelle, donc mettre en œuvre des actions liées à la dépendance, à l'autonomie, au maintien à domicile. L'objet d'une action sanitaire et sociale, l'objectif d'une action sanitaire et sociale, c'est de pouvoir aider les assurés, les affiliés de la Cavimac qui traversent des difficultés financières ou bien qui ont besoin d'aide financière pour les lutter justement contre le vieillissement et contre la dépendance. Donc, développer l'assistance sociale et les initiatives communes, action sociale, prévention. Donc, ça veut dire qu'on va essayer de créer une synergie
entre le service de l'action sanitaire et sociale et la prévention, dont on parlera tout à l'heure. Une action sanitaire et sociale et active et évolutive pour élargir son offre de services, donc actualiser les offres de services existantes, mettre en œuvre de nouvelles actions adaptées aux besoins des assurés et des collectivités. En effet, il faut que la CAVIMAC, que l'action sanitaire et sociale, épouse les contours de la population d'aujourd'hui. La population à la CAVIMAC est de plus en plus âgée. Nous avons 50% de la population qui a plus de 65 ans et 25% de la population CAVIMAC qui a plus de 80 ans. Donc, on fait face à une population qui est âgée. Donc, on doit ajuster notre action sanitaire et sociale en fonction des âges de nos assurés. On doit également faire face à l'arrivée de nouveaux cultes et également à l'arrivée des familles, sachant qu'on a beaucoup de protestants maintenant qui sont affiliés à la CAVIMAC, et donc on a automatiquement les familles qui arrivent dans notre régime. Enfin, simplifier l'attribution des aides, donc simplifier et rationaliser les procédures d'attribution. Donc on essaie d'avoir des imprimés qui soient le plus clairs possible et le plus simple à compléter en vue de bénéficier des aides, et on essaie d'accélérer évidemment le versement des aides en simplifiant les démarches. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Donc, une action sanitaire et sociale qui communique. Donc, on multiplie nos actions par des informations sur les réseaux sociaux, par des supports classiques. Nous avons notamment une brochure qu'on a établie et qui recense l'ensemble des aides attribuées par la CAVIMAC dans le cadre de son action sanitaire et sociale et qu'on a envoyé d'ailleurs aux collectivités, en modernisant le site internet de la CAVIMAC afin d'offrir de nouvelles possibilités simples, rapides et sécurisées, dans le cadre de démarches dématérialisées. Enfin, en restant à l'écoute des assurés, donc là est indiqué le numéro, enfin l'adresse électronique du service, suivi du numéro de téléphone. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Il y a un bug. Ah. C'est bon, vous voyez bien? Non, oui, voilà, Ah, parfait. non, oula, ça va trop vite. Non, c'était pardon. bon. Non, non. j'ai cliqué trop vite. Ça Ça a mis du temps à réagir. Ça a mis du temps. Je remonte. Oui. Ça veut bien remonter, ça veut plus remonter. Voilà, c'est bon, là, je pense. Ah. Non, c'est celle d'après. Je ne veux pas. Il met du temps à réagir et il ne réagit pas en direct. Ah. Hein, Non, c'est... encore une fois. Oula, le PC, il n'est pas content. On va y arriver. Est-ce que là, c'est bon? Là, c'est bon. Ok, je ne touche plus à rien. Voilà. Donc, une action sanitaire et sociale à l'écoute de nos assurés. Alors, l'action sanitaire et sociale se décline en des aides qui peuvent avoir un caractère individuel ou bien un caractère collectif, voire il peut y avoir d'autres situations. Alors, au niveau des aides à caractère individuel, donc on distingue tout d'abord les aides ménagères vieillesse. Alors, pour bénéficier d'une aide ménagère vieillesse à la CAVIMAC, il faut en principe évidemment être pensionné de la CAVIMAC, avoir un nombre de trimestres plus important à la CAVIMAC qu'aux autres régimes, résider en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer et être suffisamment autonome. Être suffisamment autonome, c'est-à-dire qu'il faut être classé dans la grille Agir. Le girage permet de mesurer le degré de dépendance d'une personne. Il faut être classé en GIR 5 ou 6, donc pour être peu dépendant. Les personnes qui sont dépendantes, voire très dépendantes, et qui sont classées en GIR 1 à 4, sont, elles, éligibles à l'allocation personnalisée d'autonomie, donc à l'APA. Donc ces personnes-là, elles doivent disposer également de ressources qui soient au moins égales au plafond de l'ASPA, donc les 1038 € dont on parlait ce matin. Donc, le nombre d'heures va varier en fonction de l'âge et du degré d'autonomie de la personne. Et la participation financière de la CAVIMAC va être en fonction des ressources du demandeur et d'un barème établi par la CNAV chaque année. À côté de ça, on peut avoir des aides ménagères individuelles, là qui étaient vieillesse, mais il y a aussi le côté maladie. C'est-à-dire que les personnes qui ont une pension d'invalidité, qui ont une pension au titre du handicap ou qui ont l'allocation anti-handicapé peuvent bénéficier éventuellement aussi d'une aide ménagère, c'est ce qu'on appelle l'aide ménagère maladie. Après, à côté de ces aides ménagères, nous avons des aides financières maladie et vieillesse. Alors, les aides financières maladie, elles sont également attribuées aux personnes qui sont non imposables,
aux personnes qui sont évidemment affiliées Cavimac. Pour la vieillesse, ce sont des personnes qui sont pensionnées. Pour la maladie, ce sont des personnes qui cotisent, qui sont affiliées au régime des cultes en maladie. Alors, il peut y avoir différentes aides. Ça peut être des aides pour des soins d'optique. Ça peut être des aides pour des restes à charge en matière dentaire. On prendra en charge, là, par exemple, 25% du reste à charge. Ça peut être des frais de kiné. On prendra en compte, là, par exemple, 50% du reste à charge. Ça peut être des dépassements d'honoraires en chirurgie ou en examens médicaux. Et là, on prendra en compte 50% également du reste à charge. On peut également participer à hauteur de 500 € par appareil optique. On peut également participer à hauteur de 50 € par verre. Donc, il y a une multitude d'aides qui peuvent être attribuées par la Cavimac au niveau de la maladie. En ce qui concerne la vieillesse, il peut y avoir des secours exceptionnels qui peuvent être attribués aux personnes qui traversent des difficultés financières. Et nous avons également une allocation, donc on a un petit peu parlé ce matin, qui a été financée et qui est financée par le budget de l'action sanitaire et sociale, qui s'appelle donc l'allocation complémentaire de ressources, mais qui ne concerne, qui ne cible, qui ne vise que les personnes qui ont quitté les ordres, qui ont quitté la vie cultuelle. À côté de ça, on a ensuite une prestation garde malade. Donc ça, c'est une prestation qui est très peu versée par la Cavimac. Donc, elle a pour but de permettre à un assuré de financer en partie le service d'une garde à domicile assurée de façon quasi constante par une aide-soignante. Donc, le but étant que la personne puisse continuer à vivre à domicile. Donc, il faut être atteint d'une pathologie entraînant une perte d'autonomie sur une courte période. Donc là, pareil, il y a un plafond de ressources à ne pas dépasser qui est de 1 860 € pour une personne seule. Donc voilà en ce qui concerne la garde à domicile. Après, on a ce qu'on appelle les aides à l'amélioration de l'habitat. Alors pour les aides à l'amélioration de l'habitat, ce sont par exemple les personnes qui souhaitent bénéficier, qui souhaitent avoir un équipement adapté à leur âge. Pour personnes à mobilité réduite, par exemple une barre dans une salle de bain, ça peut être des toilettes adaptées, ça peut être de l'isolation thermique. Donc tous ces travaux-là, ils peuvent être financés en partie par la Cavimac, donc dans la limite de 50% d'un plafond de 3 000 €, sachant que c'est évidemment toujours pour les personnes qui sont non imposables. Hein. L'action sanitaire et sociale, c'est fait pour aider les personnes qui ont des moyens pas très importants, qui ont des moyens limités. Donc il y a cette aide d'amélioration de l'habitat. Donc ça, ce sont les différentes aides qui sont attribuées de manière individuelle. Parallèlement à ces aides, on a des aides à caractère collectif. Alors, on retrouve ici les aides ménagères à caractère collectif. Donc, dans ce cas-là, on va attribuer un nombre d'heures, on va financer une partie des heures en fonction de l'âge et du degré de dépendance des demandeurs, et on va faire une moyenne de l'estimation des revenus pour pouvoir déterminer le montant de la participation. Donc, on a des aides ménagères individuelles et on a à côté de ça, pour les collectifs, des aides ménagères à titre collectif. On a également des aides financières compensatrices. Donc là, elles sont destinées aux collectivités qui estiment que leur statut ne leur permet pas d'accueillir du personnel extérieur ou bien s'il n'y a pas d'association d'aide à domicile dans le secteur géographique dans lequel elles se trouvent. Donc, il y a ce qu'on appelle l'aide financière compensatrice qui peut également être versée en substitution de cette aide ménagère collective. Après, on retrouve également les subventions immobilières. Donc là, c'est pour aider les collectivités religieuses, les diocèses, les collectivités religieuses, les collectivités cultuelles à bénéficier d'aides lorsqu'ils veulent financer, par exemple, une infirmerie, des chambres pour les personnes âgées, faire de l'équipement, etc. Donc là, ça peut être des aides qui peuvent aller jusqu'à 50 000 €. Alors, si le montant de l'aide il est inférieur à 20 000 €, la procédure est assez relativement simple. A contrario, si l'aide financière est supérieure à 20 000 €, à ce moment-là, il y a une convention qui doit être conclue entre la Cavimac et la collectivité demanderesse pour qu'on puisse déterminer les conditions de l'aide, les modalités de paiement, la réception des factures, etc. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, ce qui est logique puisque le montant accordé est plus important. Après, nous avons ce qu'on appelle l'aide au paiement des cotisations. Donc, l'aide au paiement des cotisations, c'est une aide qui a pour but d'aider les collectivités qui ont des difficultés pour régulariser leurs cotisations. Alors, cette aide au paiement des cotisations peut revêtir deux formes. Il peut s'agir soit d'aide à titre rétroactif,
Donc, c'est pour régulariser les situations d'assurés cultuels pour lesquels il y a des trous de cotisation et pour lesquels il faut verser des cotisations. Donc là, l'aide au paiement des cotisations, elle va être accordée en fonction du bilan et du compte de résultat de la collectivité. Elle sera plus ou moins importante suivant l'état des finances de la collectivité. Et derrière, il peut y avoir aussi l'aide au paiement pour le présent et le futur. Donc, pour le présent, pour l'année en cours, ça peut être 50% pris en charge par la CAVIMAC, pour la deuxième année, 40%, pour la troisième année, 30%, et pour la quatrième année, 20%. Donc là, il peut y avoir des aides soit au titre des arriérés, soit dégressives. Donc, ce sont des aides attribuées par l'action sanitaire et sociale de manière collective. Ensuite, lorsque la collectivité veut s'équiper de l'immatériel, de l'immédicaux ou de matériel médical, dans ce cas-là, effectivement, il peut y avoir également des aides qui peuvent être attribuées par la CAVIMAC à hauteur de 80% du montant du coût du lit médical ou bien du matériel médical. Ensuite, des situations difficiles ou particulières. Donc, il peut y avoir des aides financières exceptionnelles qui peuvent être attribuées aussi. Donc, par exemple, une année, on a financé au niveau de la Commission sanitaire et sociale le portage de repas pour une personne qui était vraiment en difficulté. Mais là, c'était vraiment un cas ciblé, bien déterminé. À la CAVIMAC, il y a aussi ce qu'on appelle une plateforme téléphonique d'écoute et de soutien psychologique. Donc là, c'est une plateforme qui est joignable 24 heures sur 24, mais j'en parlerai un petit peu après dans le cadre de la prévention. Et nous avons aussi une assistante sociale, même des assistantes sociales maintenant que nous allons avoir pour aider nos assurés à accomplir les démarches auprès des organismes tiers distincts de la CAVIMAC, mais également pour aider les assurés à s'orienter vers les bons services de la CAVIMAC ou leur parler ou développer des sujets qui concernent la CAVIMAC ou bien qui concernent des sujets hors CAVIMAC. Donc, elles ont une double casquette un petit peu, ces assistantes sociales. Ensuite, donc, il y a l'aide au répit. Donc, l'aide au répit, c'est une allocation qui rencontre pas beaucoup de succès. C'est une allocation qui permet à l'aidant de se reposer pendant une certaine durée. Et en contrepartie, la CAVIMAC va financer le placement en hébergement temporaire de la personne aidée en maison de retraite. Enfin, dernier point, on a la lutte contre l'éloignement numérique. Donc, depuis 2 ans maintenant, la CAVIMAC souhaite accompagner ses assurés lorsqu'ils sont éloignés du numérique. Donc, la CAVIMAC octroie à nos assurés à des tablettes numériques. En contrepartie, évidemment, ces assurés devront utiliser les services de la CAVIMAC et donc c'est vraiment une aide qu'on apporte importante pour l'éloignement numérique. Donc ça concerne les personnes qui ont plus de 60 ans. Donc tous les ans, on délivre un certain nombre de tablettes numériques à nos assurés. Donc on peut voir que la couverture, le spectre d'offres de la CAVIMAC au niveau de son action sanitaire sociale est très important. Donc il couvre à la fois des besoins qui peuvent être individuels ou collectifs et il est vraiment très très large. Par rapport aux réunions que nous avons avec les autres caisses de sécurité sociale, on est vraiment, nous, au top quasiment, puisqu'on a vraiment des aides qui sont extrêmement diversifiées et extrêmement importantes, avec un service vraiment qui est très, très important et très vaillant au service des assurés dans le cadre de l'action sanitaire et sociale. Donc voilà, j'en ai fini pour l'action sanitaire et sociale. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a des questions, il y en a pas mal. Hop. Est-ce que les assistantes sociales des diocèses peuvent remplir la grille autonomie pour des dossiers d'aide ménagère? Pardon. Alors, je parle sous le contrôle de Madame Rowe, qui est la responsabilité du service de l'action sanitaire et sociale. Donc, pour moi, il faut que ce soit quelqu'un qui a la qualité de médecin ou d'infirmier, qui puisse tout à remplir fait. la grille. Ça ne peut pas être une personne une tierce personne qui n'a pas de notion médicale, qui puisse remplir ce document. Tout à fait. Ok. Autre question, garde malade uniquement prise en charge d'une aide-soignante, un étudiant, c'est possible via un étudiant ou pas? Il faut que ce soit par un salarié, donc c'est une aide-soignante salariée. C'est obligatoire. Il faut Ok, passer donc, par un prestataire. ok, donc pas d'étudiant. Non, non.
Le garde-malade doit-il être salarié? Bon, ben voilà, on Oui. y répond. Est-ce Oui. que ça peut être une sœur de la communauté? Il faut Non. qu'elle soit salariée. Oui. Ok, excusez-moi, pouvez-vous expliciter l'aide financière compensatrice? Couvre. Ah oui, quelles dépenses couvre-t-elle? L'aide financière compensatrice, en fin de compte, elle finance les frais liés à l'emploi d'aide ménagère dans la collectivité, sachant que ce ne sont pas des. C'est une sœur, par exemple, qui va faire le travail d'aide ménagère, puisque la collectivité n'accepte pas ou ne peut pas accepter par ses statuts qu'il y ait des personnes étrangères qui rentrent dans la collectivité. Donc, on va considérer que ce sont des sœurs, une ou des sœurs qui font les activités de ménage, si je peux dire, et on va donc les rémunérer en conséquence. Ou bien si la collectivité est dans un lieu géographique où il n'y a pas d'association d'aide ménagère qui gravite autour de cette collectivité, à ce moment-là, on va verser cette aide financière compensatrice. Et aide financière au transport pour consultation. Est-ce que c'est possible hors pathologie ALD, affection longue durée, si l'assuré est très déficient visuel? Oui, vous pouvez faire une demande d'aide financière. Par contre, ce genre de dossier, ça passe en commission. Oui, parce que ce n'est pas une aide qui est Oui. prévue par les textes. Donc, dans ce cas-là, on est obligé de faire passer le dossier en commission. Mais a priori, ça doit pouvoir être possible, toujours sous réserve que l'intéressé, que ça soit en France, qu'il soit en France, qu'il soit non imposable, etc. Il y a toujours des conditions, et à Affilié Cadillac, il y a toujours les mêmes conditions qui subsistent. Mais effectivement, la commission peut très bien décider, enfin, je ne peux pas dans son nom, mais elle peut très bien décider d'accorder ce type d'aide. Oui. Ça entrerait dans le cadre des aides financières exceptionnelles. Pour une personne non imposable, même si elles sont propriétaires de biens ou avec assurance vie. Alors, c'est par rapport à quelle question? C'est pour les aides à l'amélioration de l'habitat. Il n'y a pas de Ah, problème. Vous peut-être. pouvez être oui, vous pouvez être propriétaire ou avec assurance vie. Il n'y a pas de Ok. souci. Merci. Qu'en est-il de l'aide au retour après hospitalisation, ADH? Un des prêtres de notre diocèse n'a pas pu en profiter puisqu'il n'était pas retraité. Ainsi, il est rentré à domicile sans aucune aide ménagère. Serait-il envisageable de faire évoluer ce point? A priori, non, parce que s'il n'est pas pensionné, il ne peut pas avoir d'aide ménagère vieillesse. Et s'il n'est pas dans une situation prestation du handicap, allocation du handicapé ou pension d'invalidité, il ne pourra pas avoir d'aide ménagère maladie. Donc, a Oui. priori, il ne peut pas bénéficier de quoi que ce soit. Concernant les aides financières maladie et vieillesse, quel est le délai de traitement des dossiers? Pourquoi Alors, recevons-nous... Pardon. Pardon, vas-y, Non, Hortense, non, pardon. vas-y, si tu veux Alors, répondre à la il première y a pas question. de délai particulier. Ça dépend si le dossier est complet, n'est pas complet. Ça dépend si on a beaucoup de stock à gérer. Il n'y a pas de délai moyen qui est calculé. On essaye, nous, de faire au mieux avec l'équipe que nous avons pour que les dossiers soient traités le plus rapidement possible. Mais derrière, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Donc, on gère au mieux, mais il est difficile de donner des délais moyens de traitement des dossiers. Ça dépend du dossier et ça dépend du nombre de dossiers que nous avons en stock. Merci. Suite de la question, pourquoi recevons-nous très rarement la notification d'attribution de l'aide? Cela entraîne beaucoup de dossiers en attente, jusqu'à 6 mois, pour demander un complément d'aide à la mutuelle Saint-Martin. Alors là, je parle sous le contrôle de Sophie, mais on a eu quelques difficultés informatiques et on n'a pas toujours les notifications C'est ça. en temps et en heure. Donc, de facto, ça entraîne quelques difficultés. Mais là, il faut qu'on voie avec notre service informatique pour qu'on puisse avoir les notifications au fil de l'eau, ce qui n'a pas toujours été le cas jusqu'à maintenant. Oui, oui, on a eu des gros problèmes, je crois, pendant 6 mois, hein, de Oui. mars à oui, même peut-être plus de 6 mois l'année dernière aussi, mais je crois que ça y est, c'est fini, hein. Maintenant, elles partent à peu près tous les 15 jours. D'accord. Merci. Aide au répit. La Cavimac finance quelle durée d'accueil temporaire? Je n'ai pas entendu Hortense. La finance. Pour l'aide au répit. Oui. L'aide au répit, la Cavimac finance quelle durée d'accueil temporaire? Alors, je Pour crois le que c'est 42 répit, jours. c'est entre Oui, je 7 et sais. 42 jours, c'est ça. Ouais. 7 jours minimum et 42 jours maximum.
Entre 7 et 42 Tout jours à et fait. le montant est de 35 € pris en charge par la Cavimac et de 15 € pris en charge par les mutuelles Saint-Martin, soit 50 € par jour. Oui. Ce qui fait 1 500 € par mois. Donc, ce qui permet de payer la moitié de l'hébergement en maison de retraite, quand même, parce que c'est à peu près 3 000 € un hébergement en maison de Oui. retraite. Donc, ça permet de payer la moitié de l'hébergement. Donc, c'est quand même une aide assez conséquente. Mais malheureusement, malgré la publicité que nous avons fait, malgré la communication que nous avons Oui. déployée, cette aide au répit ne rencontre pas de succès. Ok. Est-ce que les consultations chez les psychologues peuvent être remboursées et dans quelles Oui. conditions? Alors, tout à fait, les consultations peuvent être remboursées chez le psychologue dans la limite de 35% du reste à charge. Comme Oui. la kiné, pareil, pas la kiné, pardon. Comme l'ostéopathie, 35%, c'est la même chose. Ostéopathie et frais de psychologie, c'est pareil, c'est 35% du reste à charge. Toujours pareil, sous réserve que la personne elle soit non imposable, etc. Toujours ce caractère de non-imposition qui est essentiel. Sachant que, il y a ce qu'on appelle, mon programme psy qui est en place depuis, quelques mois et qui permet à l'assurance maladie de base de prendre en charge, les consultations de psychologues à hauteur de 12 consultations. Alors, à condition que le psychologue soit conventionné avec l'assurance maladie. Mais sur Doctolib, normalement, on peut toujours trouver des personnes, conventionnées. Voilà. Ok. C'est mon soutien psy, je crois que ça s'appelle à bien En soutien psy, pardon. Oui, je crois que c'est mon Oui, soutien psy. c'est ça. Exactement. C'est une grande cause nationale d'ailleurs, je crois, cette année. L'avis favorable du FAS, donc Action sanitaire sociale, peut-il être aussi envoyé à la secrétaire de section? Bon, ça L'avis c'est favorable. l'avis favorable du FAS, je sais pas si Les notifications d'accord, c'est ça? ça doit être Ah, ça, c'est je ça, c'est pense. ça. Je pense qu'on peut pas le C'était faire, blanche, hein? ouais, parce que la plupart des notifications, elles partent à l'assuré, elles partent, au prestataire et elles partent au responsable de collectivité, je crois, c'est ça? Et on n'a Oui, pas le choix de changer ça, c'est des notifications automatiques qui partent. D'accord. Ah Des- bah des- Oui, la parce que personne qui a posé la question peut déjà, on oui, a la possibilité d'envoyer ces documents, ces notifications à l'assuré et au responsable de collectivité, ce qui se fait nulle part ailleurs. Donc, c'est déjà bien, mais on ne peut pas élargir encore à une tierce personne, c'est pas possible. OK. Oui, la personne qui posait la question, si elle veut intervenir? J'ai vu qu'elle avait levé la main. On vous entend pas. Non, le micro est coupé. Oui, le micro est coupé. On ne vous entend pas, madame. Son micro. Ouais, Son micro. le micro est coupé. Bon, mince. en Son attendant, micro. oui, on va continuer. N'est-il pas possible de simplifier le dossier médical pour aide à domicile, prendre le même que celui pour l'APA avec 4 questions simples? Non, ce sont des imprimés qui sont réglementaires, donc on peut pas modifier les imprimés comme ça. Donc, les imprimés doivent rester tels qu'ils sont aujourd'hui. La PAS, c'est une prestation qui est distincte de l'aide ménagère, donc on ne peut pas utiliser les mêmes critères pour les deux prestations qui sont différentes. Et je crois que sur l'imprimé de Cerfa de Lapin, après ces 4 questions, vous avez, je crois, vous pouvez prendre rendez-vous avec il y a un évaluateur qui se déplace, nous on ne le fait pas. C'est pour ça que les grilles Agir, elles font 4 pages et qu'elles sont assez précises. Voilà. On n'a pas trop le choix. OK. OK, pardon, les webinaires seront sur YouTube, mais pourrait-on recevoir des documents webinaires? Oui, que j'avais dit nous en début de session. Effectivement, on vous enverra par mail, les présentations ainsi que le lien vers les replays sur YouTube. Est-ce que c'est possible d'avoir une aide à domicile pour l'utilisation des appareils numériques?
Est-ce que c'est uniquement dans le cadre de l'utilisation des services de la Cavimac? La tablette numérique, elle est offerte aux assurés, à la condition évidemment qu'ils utilisent les services de la Cavimac et d'autres services aussi. C'est pas limité qu'à la Cavimac. Non, mais je pense que là, la personne a Oui. confirmé, parlait de l'ensemble d'utilisation des appareils numériques. Est-ce qu'il existe une aide à domicile pour, par exemple, utiliser un PC, un smartphone? Non, ah oui, d'accord. À Non, non, confirmer, mais je crois que ça doit être ça. dans ce type d'aide n'est pas prévu actuellement par le règlement intérieur de l'action sanitaire et sociale. Mon soutien psy liste également les praticiens conventionnés et avec courrier d'adressage. Ok, je pense que c'était une information. D'accord. Pour vos notifications aux responsables de collectivité, est-il possible de changer le nom du responsable, sachant que la Cavimac indique toujours l'économe parti en retraite et qu'il a eu 2 économes depuis? Alors ça, c'est un problème de mise à jour. Oui, ça, faut peut-être voir avec le service d'affiliation pour le changer. Il faut mettre à jour Oui, tout à faut fait. contacter le service d'affiliation pour Oui. qu'ils mettent à jour dans notre logiciel, dans notre système Oui. d'information, Oui, les renvoyer nouvelles un mail coordonnées du responsable. Effectivement. Normalement, il y a également un service en ligne qui permet de modifier le nom du responsable. Donc, n'hésitez pas à passer directement depuis votre espace personnel pour faire une demande de changement de responsable. Comme ça, vous aurez un suivi par rapport à votre demande. Tous les documents de changement ont été envoyés. OK. Ah, bon. Bon, bah, Il y a peut-être du retard, ça, je sais pas. Ouais. renvoyer une demande. Sinon, envoyez-nous un mail. Envoyez-moi un mail à cette adresse que je transférerai au service, mais normalement, je pourrais faire une relance au besoin, mais voilà. OK. Est-ce que c'est possible de faire une demande d'aide pour les frais de pédicure, les bas de contention, les semelles orthopédiques, par exemple? Et Vous pouvez autres. faire La les réponse 3. est oui. Oui. OK. Donc Oui. oui pour tout. Voilà. Pour les consultations psy, vous avez dit qu'il y a un remboursement de 35 du reste à charge, mais beaucoup de consultations ne sont pas du tout prises en charge. Quel est le remboursement dans ce cas-là? 30% du montant de la dépense. 35% du montant de la dépense. Seulement s'ils sont conventionnés, par contre, non? Non, qu'ils Ah, sont peu pas importe. conventionnés ou pas. Si la commission donne son feu vert, on prendra en compte 35% du reste à charge, même si le reste à charge est égal au montant de base. OK. Le service maladie ne rembourse rien pour les ostéopathes. Comment demander une aide quand le formulaire requiert un décompte Cavimac? Non, pas besoin, donc il y a pas de décompte Cavimac, donc vous faites une photocopie de la facture. Ça suffit. Et on prendra en compte 35% du montant du Voilà, reste à charge. c'est Le reste ça. à charge qui est égal là aussi au montant payé par l'assuré en intégralité. C'est le tout à charge. C'est pas le reste à charge, c'est le tout à charge. OK, très bien. Bon, bah, j'ai pas d'autres questions pour le moment. J'ai pas de main levée. N'hésitez pas à continuer. On va continuer dans la présentation, mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, qui vous arrivent, on pourra y revenir. Ouh là là, je clique, ça va trop vite. Non, c'est bon, prévention. Non, ça va là. Voilà, bah, on peut continuer, François. OK, bah j'embraye sur la prévention. Est-ce qu'on peut passer c'est déjà la première slide? Oui, voilà, là, c'est la première slide. Ah oui, je pensais que c'était prévention, c'est pour ça que je n'ai pas vu, c'est pour ça. Si, mais c'est passé vite et je sais pas ce qu'il a, OK. mon ordinateur, Alors, là. donc la prévention. Après l'action sanitaire et sociale, la prévention. La prévention, elle se distingue comment dirais-je? Elle se décline en 3 types. On a ce qu'on appelle la prévention primaire. Donc la prévention primaire, ce sont des actions de prévention qui ont pour but, par exemple, d'éviter l'apparition de certaines maladies. C'est par exemple les vaccinations. C'est ce qu'on appelle la prévention primaire. Après, on a la prévention secondaire. La prévention secondaire, ce sont des actions qui visent à détecter précocement une maladie. Donc, par exemple, un dépistage, un bilan de santé. Et enfin, on a la prévention tertiaire. Ce sont des actions qui visent à réduire les complications ou les recherches d'une maladie.
ou les rechutes d'une maladie, pardon. Donc, c'est sur ces trois préventions, sur ces trois types de prévention que la CAVIMAC cristallise toute son action de prévention. Donc, après avoir vu ces aspects étymologiques, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, développement d'actions de prévention ciblées en allant vers les assurés les plus vulnérables. Donc, en allant vers, ça veut dire faire une démarche directe auprès des assurés pour qu'ils puissent recevoir des actions de prévention. Donc, pour répondre au mieux aux différents besoins des assurés en matière de santé publique, donc la CAVIMAC conduit une politique de prévention très active et soucieuse des réalités du monde culturel, avec des campagnes nationales de l'assurance maladie qu'on va décliner tout à l'heure, c'est des campagnes notamment pour dépister les cancers, et des actions spécifiques adaptées à ces assurés. Ça peut être des partenariats, par exemple, avec la CAMIEG, la Caisse d'assurance maladie des industries électriques gazières, avec laquelle on a conventionné et avec laquelle des organisations, par exemple sur le mal de dos, sont menées. Sa stratégie de prévention est définie par la direction et le service prévention à partir des recommandations du comité scientifique. Donc la CAVIMAC, depuis 2023, s'est dotée d'un comité scientifique qui a pour but, composé de médecins notamment, et qui a pour but de faire un diagnostic de l'état de santé des consommateurs de soins, de regarder les attentes et les besoins des assurés, de faire des propositions d'orientation et de s'occuper de l'appui à l'évaluation globale à mi-parcours et en fin de coche pour voir si on a respecté nos obligations. Donc, ce comité scientifique, en fin de compte, il doit nous permettre de mieux adapter, de mieux ajuster nos actions de population en fonction de notre population et en fonction des soucis ou des besoins de santé de nos assurés. À côté de ce comité scientifique, on a un comité consultatif d'assurés qui a été créé en 2024, pardon, et qui a pour but de nous aider également à déterminer les bonnes actions de prévention au bénéfice des assurés. Alors, il y a eu un premier cycle qui a été mené, dans lequel ce comité consultatif d'assurés qui est composé d'ailleurs de plusieurs cultes. Donc, dans la première étape, c'était de voir un petit peu comment les collectivités, en fonction de leur culte, appréhendaient un petit peu la santé, appréhendaient un petit peu la prévention. Et là, on va passer dans une seconde phase où on va vraiment entrer dans le vif du sujet et où les assurés cultuels qui constituent ce comité vont faire des propositions en matière de prévention. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Pardon, j'y vais doucement parce que j'ai l'impression Oui. que... Ah, Essaye. Plus. Pour l'instant, c'est... Il est fatigué. Ce matin, on a eu des problèmes de son. Ah oui. C'est bon là? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, pardon. Donc, en fin de compte, on a plusieurs actions qui sont menées. Alors, on a des actions qui sont menées directement, si je peux dire, avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors, ce sont la vaccination contre la grippe et le Covid. Donc, cette vaccination contre la grippe et le Covid, elle concerne les assurés qui ont plus de 65 ans. Et également tous les dépistages, cancer colorectal, cancer du sein, cancer du col de l'utérus. Donc le dépistage du cancer colorectal concerne les assurés qui ont 50 ans ou plus. C'est un dépistage qui est effectué entre 50 ans et 74 ans tous les 2 ans. De la même façon, le dépistage du cancer du sein est effectué tous les 2 ans à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Et le dépistage du cancer du col de l'utérus, c'est à partir de 25 ans jusqu'à 65 ans. Et là, c'est en fonction de différents critères. Dernière consultation chez un gynécologue, dernier frottis effectué, etc. Donc là, c'est en fonction de ces critères-là que les personnes sont invitées. Donc, ces campagnes nationales avec la CNAV, elles recouvrent également d'autres dispositifs. Donc, le dispositif Prado, qui est un retour à domicile après l'hospitalisation. Donc, c'est un protocole qui permet de créer un pont entre l'hospitalier et l'ambulatoire. Par exemple, prendre des rendez-vous avec le kiné, prendre des rendez-vous avec les médecins au sortir de l'hospitalisation. Donc, c'est vraiment pour faire le pont entre les deux, entre la médecine hospitalière et la médecine ambulatoire, la médecine de ville.
Après, il y a des autres protocoles d'aide pour aider donc, les assurés à mieux gérer leur maladie. Donc, c'est ce qu'on appelle le programme SOFIA, donc, qui concerne les assurés qui souffrent de diabète et d'asthme. Donc, en adoptant ce protocole, ils reçoivent des conseils pour gérer au mieux leur maladie. Ensuite, il y a toujours avec la CNAM le dispositif MT-DAN. Donc là, c'est pour tous les enfants, enfin les enfants à partir de 3 ans jusqu'à l'âge de 24 ans. Donc là, ça a pour but de faire des vérifications de la dentition d'une part et également de faire des soins dentaires d'autre part. Il y a un autre dispositif qui a lieu après 24 ans, mais là, la prévention ne concerne qu'une étude, enfin que le bilan et non pas les soins dentaires qui sont pris en charge par la prévention. La prévention ne prend en charge les soins dentaires que pour les personnes âgées de moins de 24 ans. Ensuite, on a Mission Retrouve ton cap. Donc, Mission Retrouve ton cap, c'est pour les enfants qui sont âgés entre 3 et 12 ans et qui ont, comment dirais-je, qui souffrent de troubles d'obésité et qui doivent donc consulter un nutritionniste pour retrouver un poids normal. Donc, à côté de ces actions en liaison avec la CNAM, on a des actions qui sont réalisées avec des partenaires autres. Par exemple, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un partenariat qui est engagé avec la CAMIEG, la Caisse d'assurance des maladies et gazières, comme je disais tout à l'heure. Donc là, c'est sur le mal de dos, sur le sommeil, sur la santé, sur la nutrition, sur le bien vieillir, etc. Donc ce sont des ateliers qui sont financés avec la CAMIEG au bénéfice de nos assurés notamment. À La Réunion, on a également des ateliers dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec le GIE Vieillissement Actif. Donc, on a également des ateliers sur la mémoire, sur le bien vieillir, sur la nutrition également qui sont menés avec eux là-bas à l'île de La Réunion. Et on a également des accompagnements à l'association responsabilité des prêtres diocésains. Donc, c'est des accompagnements que l'on a repris depuis l'année dernière, qui étaient en sommeil depuis quelques années et que nous avons repris pour aider justement les prêtres diocésains à passer le cap de la retraite, sachant qu'évidemment, on va essayer de faire en sorte que les autres cultes puissent également bénéficier de cet accompagnement à la cessation en responsabilité de l'activité cultuelle. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle le bilan de santé. Donc, il y a mon bilan prévention. Donc, mon bilan prévention, c'est un bilan qui vient d'être mis en place à la fin de l'année dernière par le pouvoir public. Donc, il concerne 4 catégories d'âge, les 18-25 ans, les 45-50 ans, les 60-65 ans et les 70-75 ans. Alors, pour les populations les plus jeunes, le but de ces bilans est de leur donner des conseils pour favoriser une bonne alimentation, de lutter contre les addictions, notamment le tabac et l'alcool, et d'encourager la pratique du sport. Pour les personnes qui sont d'âge un petit peu plus mûr, l'objectif, c'est aussi de prévenir l'apparition de maladies chroniques. Et pour les personnes plus âgées, c'est de voir s'il n'y a pas des premiers signes de dépendance qui apparaissent. Donc, c'est le but de ces bilans-là qui viennent d'être lancés par les pouvoirs publics depuis la fin de l'année dernière. On a également ce qu'on appelle les examens de prévention en santé, donc les EPS. Les examens de prévention en santé, ils sont menés en Guadeloupe dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Donc, ces examens de prévention, ils vont bientôt être déployés également sur le territoire métropolitain de manière générale. Et nous sommes en train de travailler avec la CNAM dans le cadre d'une convention nationale que nous devons conclure avec eux pour que nos assurés sur le sol métropolitain puissent bénéficier de manière généralisée de ces examens en prévention en santé. Alors, l'examen en prévention en santé, il se décline en 4 points. Le premier point, il y a un point technique qui est fait avec un assistant administratif pour voir si la personne est bien à jour de ses droits. Ensuite, il y a un deuxième point qui est fait avec un médecin ou un infirmier. Un troisième point, ce sont des examens médicaux qui sont faits et en fonction du résultat des examens, il y aura une orientation qui sera faite soit vers un médecin généraliste in fine, soit vers un spécialiste en cas de pathologie détectée à l'occasion de ces examens. Les bilans bucco-dentaires, donc, on les a menés effectivement l'année dernière et on les reprend cette année. Donc, on cible une certaine population, mais là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est uniquement pour vérifier la dentition des personnes. Donc, on a pris notamment
les personnes qui étaient en affection longue durée et qui n'avaient pas été chez le dentiste depuis au moins 18 mois. Donc, c'est les deux facteurs, les deux critères que nous avons retenus. Après, nous avons, donc, comme je disais tout à l'heure, une plateforme d'écoute et de soutien psychologique. Donc, cette plateforme d'écoute et de soutien psychologique, elle est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par des praticiens dépendants de la société qui s'appelle Proconsult. Donc là, nous assurons la possibilité de consulter. Alors, je crois que c'est 5 consultations. Et à partir de la 6e, il faut consulter un psychologue dans le circuit classique, si je puis dire. Mais là, effectivement, M. Lazarac disait tout à l'heure qu'il y avait le Mon Soutien Psy qui avait été mis en place il n'y a pas très longtemps par les autorités. On fait beaucoup aussi d'articles, de podcasts, de vidéos et une newsletter pour informer nos assurés, donc ça c'est à côté. Et on a également des cellules d'écoute et de partage à la demande. On organise également des journées sur la prévention, donc avec les collectivités religieuses et des prestataires de services. Donc, ça peut porter sur différents thèmes. Ça peut être des journées sur les premiers secours, par exemple. Ça, c'est dans le cadre de l'aide à la formation. Ça peut être une journée sur la nutrition. Ça peut être une journée sur différents thèmes qui sont afférents, évidemment, à la prévention. Et il y a également les rencontres santé de la CAVIMAC. Donc, un panel extrêmement large offert en matière de prévention. Une prévention que nous devons encore tous adapter en fonction des besoins de nos assurés par rapport à leur pathologie. Donc là, on va avoir des retours de notre comité scientifique et de notre comité des affiliés, ce qui va nous permettre de mieux ajuster notre politique de prévention. Mais déjà, elle est quand même déjà très large, hein, que ce soit au niveau national avec la CNAM ou au niveau des partenaires autres caisses de sécurité sociale. Donc, on a vraiment on attaque sur un double front. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur la prévention. Est-ce qu'il y avait des slides après? Mais je crois que j'ai tout développé du coup. Je crois qu'il y avait des slides, Hortense, après. Je vais voir. Mais du coup, j'ai préféré développer à partir du schéma qu'il y avait là. Oui, oui, d'accord. Donc après, en fin de compte, ce qui est indiqué ici, vous le verrez dans le slide, c'est ce que j'ai donné, c'est les éléments que je viens de donner à l'instant à l'oral. Donc je crois que c'est, pour moi, oui, j'ai tout. Voilà. Comme ça, vous aurez le détail. Quand vous avez le détail de ce que j'ai dit après sur la première page. Plutôt que de lire bêtement, entre guillemets, ce qui est écrit sur le texte, je préfère développer, moi, l'oral à partir d'un tableau récapitulatif. Voilà. Donc pour la prévention, c'est terminé. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on a une question. Y a-t-il une possible pour des frais d'obsèques? Alors, les frais. Une aide, pardon. Y a-t-il une aide possible pour les frais d'obsèques? Pardon. Alors, en ce qui concerne les frais d'obsèques, la CAVIMAC ne participe en aucun cas aux frais funéraires ou d'obsèques, mais la personne peut éventuellement faire une demande auprès de l'Action sanitaire et sociale pour voir si la commission, en fonction des éléments et des documents qui seront produits, peut donner une décision favorable. Mais le principe, c'est que la CAVIMAC ne participe pas au financement des frais d'obsèques.